Bonjour à tous, et putain c'est quoi ce bordel? Un blagueux qui aime le deathcore. Et ouais. Et pourtant, autant demander à un aveugle s'il veut entendre, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît chez le groupe qu'on va recevoir aujourd'hui. Bon, désolé si j'en déçois certains, non, en fait, je m'en fous, ce sont mes goûts. De toute façon, ceux qui me connaissent savent pleinement que j'assume mes écarts et mes paradoxes en matière de goût musique. J'irais même jusqu'à dire que je les revendique. Au cours de mes balades, de concerts en festival, de discussions en réseaux sociaux, un nom revenait souvent dans la bouche de mes amis. Pourtant, des amis plutôt aficionados de métal extrême plus conventionnel. Thrash, death, black, doom, etc. J'ai donc laissé une chance à ce style, dans sa forme la plus brute. Alors au début, ça m'a pas donné plus de frissons que ça, mais à partir du moment où un groupe te fout dans leur deathcore une bonne dose de synthé épique ou alors de la bonne voix gutturale en mode grindcore, je pense notamment à Huracan, j'ai tendance à être tout de suite beaucoup plus emballé. Et c'est le cas de nos invités ce soir, qui cumulent quand même pas mal plusieurs dizaines de milliers de vues sur leurs clips YouTube, et quasiment 3000 auditeurs mensuels sur Spotify. Et croyez-moi, dans la scène, c'est pas rien. Bref, nous sommes le 14 décembre 2025, vous regardez les entretiens du Terril, et aujourd'hui nous recevons Hunter, Joe et Alex, qui sont respectivement chanteurs, guitaristes et bassistes de Solar Eruption. Bonjour Solar Eruption. Salut l'équipe. Salut. Merci beaucoup d'être venu. Rentrons dans le vif du sujet et on va commencer par le commencement. Solar Eruption, ça se forme en 2018 avec notamment deux singles qui sont sortis cette année-là, donc Darkness Comes Home et Hocus Pocus, il me semble. Quelle a été l'impulsion du projet, l'intention derrière, comment vous êtes formés, comment vous êtes rencontrés, etc. Les bases, quoi. Alors, je commence, non, j'imagine. Allez. Alors, comment ça a démarré? Le projet de base est venu de moi. C'est moi qui ai voulu monter un groupe de musique. Alors, j'avais de base un autre style. C'était pas spécialement du deathcore que je voulais faire. Rien à voir. C'était un délire un peu rap metal, enfin un truc comme ça. Et en fait, j'avais rencontré Alex de par un autre groupe qu'il avait. Donc, on était devenus amis. Je connaissais Flo, l'autre guitariste, parce que pareil, j'avais été le voir à un concert, et on avait mon batteur, enfin lui que je connais depuis très longtemps, donc naturellement en fait on s'est formé déjà à 4, on a cherché un chanteur donc, qui était notre deuxième chanteur à l'époque, qui maintenant n'est plus là, et en fait on a commencé comme ça, et on s'est rendu compte en fait qu'au niveau du style, on avait tous les atouts pour faire en fait plutôt du deathcore, plutôt ce style-là. On avait un batteur qui blastait à 300 BPM, etc. et tout, donc on s'est dit, allez, on le fait comme ça. Et en fait, en démarrant, on s'est rendu compte qu'il nous manquait encore un petit truc. Et en fait, moi je connais Cyril depuis belle lurette, parce que lui a eu d'autres projets, etc. aussi. Et en fait, naturellement, en fait, on lui a envoyé la première compo, il a fait une démo et en fait, tout le monde s'est dit, bon, let's go, on part à 2 chanteurs et c'est parti, quoi. Let's go à 6. Ok, donc ça a débuté avec 2 chanteurs. En quelle année l'autre chanteur est parti du groupe? Depuis quand vous êtes du coup, vous êtes un quintet maintenant? Alors maintenant, on est 5, enfin actuellement c'est un peu compliqué, on est plutôt 4, parce que voilà, on a notre batteur, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas notre chanteur Asmo a quitté le projet en 2023 à la sortie de l'album en fait. Okay. Donc on a réalisé un dernier clip avec lui, c'est le clip de Red Room, donc il apparaît encore dans le projet à ce moment-là, et voilà, il est parti à d'autres occupations dans le tattoo. D'accord. À l'époque, alors moi je connais pas forcément très bien la scène deathcore,
Est-ce que ça manquait à la région justement, ce genre de style, c'était peut-être pas assez représenté ou j'ai pas l'impression de voir beaucoup de groupes passer. Il y a Huracan qu'on connaît, mais qui a un gros côté grind. Ils ont démarré par du grindcore de toute façon. C'est ouais, carrément. Donc à l'époque non, il n'y avait pas forcément beaucoup de groupes dans ce style-là et. Alors c'est vrai que dans notre région, j'ai l'impression qu'on est plutôt une région qui s'oriente vers le hardcore. Le Nord en tout cas, la Belgique. Il y avait une grosse scène hardcore à l'époque. Plutôt oui, j'ai l'impression. Ouais. Encore maintenant. Encore maintenant, Oui. hein, ouais, carrément. Il y a des. Et c'est vrai qu'en Descore, dans la région en tout cas, il n'y avait pas énormément de groupes qui faisaient en tout cas ce qu'on fait. Oui. Donc on s'est dit, c'est aussi un style qui nous correspondait beaucoup, hein, parce qu'on écoute beaucoup de Descore et plein d'autres styles aussi à côté, hein, bien sûr. Mais en tout cas, nous on s'est dit, c'est le style vers lequel aller, quoi. Alors dans votre style justement, vu qu'on parle de ça, il y a un gros côté horreur et on va dire un peu épique, pas sympho, mais il y a des synthés, on les entend, ça prend sa dimension live. Comment vous vous situez au sein de cette scène, vous, avec votre style? Moi je pense forcément à Lorna Shore qui mettent la blinde de synthé, mais au sein de cette scène, comment vous vous situez? Parce que quand on dit Descore, on pense plutôt jogging basket et aussi certains sujets abordés comme des sujets sociaux et non horrifiques, quoi, comme par exemple je pense à Displace the Coin, Not Shall Perish ou Job for a Cowboy qui parlent beaucoup de sujets sociaux, ou alors d'autres groupes qui vont aborder des sujets comme la mort ou alors la dépression comme Carnifex ou Lorna Shore, quoi. Ouais, C'est assez vaste, ça brasse, et vous vous êtes dit on va faire de l'horreur. On va faire quelque chose de différent, c'est vrai. Voilà. On a une grosse influx horreur en termes de filmographie, etc. Notamment Jason, notre batteur, qui est un gros fan de films d'horreur, etc. Et donc c'est vrai qu'on s'est dirigé vers un style comme ça. Aussi en termes d'écriture, comme on était deux chanteurs, on a aussi dû faire des choix de sujets, etc. Et c'est vrai que ça nous tenait particulièrement à cœur de faire un album à thème sur les légendes urbaines, horrifiques, etc. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Et donc c'est vrai que The Demon's House, notre premier album, est un album à thème, bien que 100% de l'album ne soit pas non plus basé sur... urbaines, ouais, c'est ça. Mais c'est pas un album concept, mais c'est vrai que c'était une idée de base avant même qu'on compose. On s'est dit on veut partir sur quelque chose d'horreur, on veut des samples épiques mais qui donnent un côté aussi un peu glauque, enfin voilà. Et donc c'est vrai qu'on a composé dans cette idée-là déjà, et après dans les lyrics, voilà, c'est Cyril après qui a voulu, parce que c'est Cyril qui gère les lyrics, donc c'est lui qui a apporté toutes les histoires telles que Bloody Mary, telles que, enfin voilà, c'est ça qu'on a. Ouais, voilà, c'est lui qui a fait toutes les recherches et tout et qui nous a tout amené. Et après c'est vrai qu'on en a discuté ensemble et on trouvait que c'était vraiment une bonne idée, quoi. Donc on est vraiment parti là-dedans à fond, quoi. Oui, et vous, dans une interview que j'avais regardée sur YouTube, vous parliez de l'album comme une sorte de château où chaque salle serait une chanson avec une thématique horreur ou de la légende urbaine. Exactement, ouais. Si c'est vrai qu'on avait pensé le sujet comme ça, de base on voulait aller beaucoup plus loin dans le concept et dans dans les clips, etc. C'est vrai qu'on avait une idée précise. Bon, finalement on n'a pas fait tout ce qu'on avait en tête pour vraiment aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a exploré, ouais. Chaque pièce, une histoire, chaque pièce de ce château, une légende urbaine. Et donc on rentre dans cette pièce et on découvre cette histoire. En tout cas, c'est comme ça qu'on voulait l'amener en tout cas. C'est d'ailleurs pour ça que l'artwork de l'album justement c'est une espèce de château comme ça où en fait c'était Cyril qui avait encore une fois imaginé tout ce concept. Et justement c'est pour ça que même dans l'intérieur des pochettes, etc. c'est d'autres angles, enfin vous voyez. Oui, on voit, je mettrai les inserts sur la vidéo de toute façon. Mais voilà, quoi. Il n'y avait pas d'IA aussi à l'époque, hein. L'IA n'existait pas. ouais, non, mais parce qu'aujourd'hui c'est terrible, il y a un plat qui utilise l'IA pour vendre leurs albums. Ouais. C'est chaud quand même, quoi. Un avis là-dessus tant qu'on y est. Alors, l'IA. Que ce soit. Alors, je parle. Maintenant, il y a des musiques qui sont créées par IA, c'est aberrant. À part pour faire marrer les potes et leur faire des petites chansons pour eux, oui, ça c'est rigolo, ouais. mais pas à commercialiser. Ouais. Mais aussi en matière de pochette, quoi. Ouais. Je trouve ça assez problématique dans le sens où certains gros groupes vont utiliser l'IA pour faire des artworks, alors qu'ils ont les moyens de payer des artistes pour aller au bout de leur vision.
Après, moi, je suis graphiste personnellement. L'IA, c'est un sujet que j'utilise et que beaucoup utilisent, même à des fins professionnelles aussi, parce que ça permet de gagner du temps. Et aujourd'hui, il faut s'adapter aux outils et aux technologies pour essayer d'aller dans le bon sens, je pense. Ça peut aider aussi des petits groupes à avoir des artworks, etc. Ça, donc pourquoi pas. Mais après, avec parcimonie, quoi, on va dire. C'est ça, ça peut aider à se lancer. Mais oui, comme tu dis, c'est un outil, quoi. Je pense C'est que ça. maintenant, quand on le découvre, ça nous fait gagner du temps. Exactement. Après, je pense que dans certains domaines, ça peut. Je prends le micro. Dans certains domaines, ça peut avoir sa place, comme Cyril l'expliquait, dans le graphisme, etc. Voilà, parce que c'est une aide, c'est pas quelque chose qui. Enfin, il faut pas compter dessus à 100%. Faut mais pas ça- remplacer ta création totalement. Voilà, par mais IA. ça peut aider sur certaines choses. Par contre, pour reprendre à ce que tu disais dans ta question, je pense à l'IA Suno, que j'arrête pas de voir sur Instagram, qui est une IA qui crée des sons, où apparemment on met un prompt et, avec des textes, et ça fait vraiment un son métal, power metal, enfin on peut tout choisir. Ça, je trouve que c'est quand même vachement abusé, parce que c'est vrai que pour moi, la base de la musique, c'est de créer, en fait, et d'essayer de faire partager Bah des oui. choses. Et là, le fait que ce soit une IA qui te chie le truc, enfin, je trouve ça. Bah oui, c'est Là, bien. par contre, non, on rentre dans des choses. C'est bien d'avoir les idées, mais si c'est pour que l'IA te fasse tout, c'est plus une histoire d'être artiste, c'est juste un mec qui pense des idées, quoi. Bah, c'est ça. Et C'est pas lié à de la mettre en forme. enfin, je sais pas. Moi, une fois, j'avais vu une interview d'un truc qui disait que maintenant sur Spotify, il y avait, je sais plus, 70% du catalogue, ou 60 ou 70% du catalogue où c'était que des musiques d'IA, justement. Et Ah, j'en ai entendu parler. je me dis, c'est chaud, parce que des fois, il y en a dans des playlists, et en fait, ben, ça passe juste bien, en fait, on s'en rend pas compte. Et ouais, moi, là, par contre, pour le coup, je trouve ça plus que dommage. Mais par contre, je suis pas du tout fermé. Au côté graphisme, au côté retouche, par exemple de la création d'images ou ce genre de choses, je me dis que bon, si derrière c'est retravaillé par l'humain, pourquoi pas en fait. C'est ça. En tout cas, pas pour nous et pas pour ce projet personnellement. Alors, on tient vraiment à faire les choses Au maximum, ouais, bah de toute par façon, nous-mêmes, bien sûr. on a la chance d'avoir bah voilà, Cyril qui est graphiste, donc il peut gérer énormément de choses sur la partie visuelle du groupe, que ce soit le site internet, que ce soit les clips aussi. La plupart de nos clips, à part le dernier, c'est lui le directeur artistique, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui monte le clip, etc. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là, donc on essaye au maximum de puiser dans les compétences de chacun et ne pas avoir à avoir recours à des choses de ce genre, quoi, en fait. Ouais, ce serait la facilité. C'est ça, ouais. Bah, puis ça... Enfin, je sais pas, c'est une passion aussi. Enfin, il y a le plaisir de créer. Enfin, moi, je sais que Cyril, quand il fait un beau design pour un truc ou quoi, il est content. Moi, quand je compose et que je suis content de ce que j'ai fait, enfin... Ça me ferait chier d'envoyer un truc qui était tout fait par une IA. J'aurais pas cette satisfaction en plus. Enfin, moi je le vois comme ça personnellement après. Oui, c'est clair, si tu fais de la création 100% par IA, au final, c'est pour... regardez, j'existe, je sais faire des trucs, mais en fait, non, quoi. C'est pour se faire mousser, je sais pas, pour Ouais. exister dans la scène. Alors Par qu'en fait, manque de créativité, mais dans ce cas-là, faut ouais. peut-être faire autre chose. Je C'est pense. ça. Enfin, Les gens ont tous un talent pour quelque chose, quoi. Enfin, je pense. si c'est pas celui-là, ce sera autre chose. Ouais. Mais voilà quoi. Faut chercher. Et tout le monde n'est pas fait pour créer quelque chose non plus, forcément. Non. Mais. Enfin voilà. C'est un débat long. Je pense qu'on pourrait C'est avoir, sûr. mais. C'est sûr. Alors, pour revenir sur la thématique de l'horreur, vous êtes tous fans de films d'horreur. Qu'est-ce qui vous botte un peu? On va parler un peu cinéma, on peut parler de vos inspi au niveau cinéma d'horreur, ou même lecture d'horreur, je sais pas. Ah, c'est dommage que Jason il soit, Ah, oui, il soit mais plus dans le groupe, parce que alors lui il aurait pu vous sortir. Je sais pas, tu veux. Comment Plus gros fan. Quelqu'un veut commencer? J'ai le micro depuis Ah, tout à vas-y, l'heure. vas-y. Bon, moi en termes de films d'horreur, moi je regarde pas vraiment de films d'horreur donc c'est pas forcément moi qui vous posez la question. Ouais, en fait, c'est un film d'horreur, mais aussi, on s'est beaucoup inspiré, c'est de la composition musicale dans les films d'horreur. Toutes ces ambiances sonores, etc. C'est vraiment plus ce côté-là qui nous a influencé pour la création de l'album et la recherche de sons, etc. Après moi, un des derniers films d'horreur, bon, ça remonte un petit peu, mais
L'un des derniers modernes, en tout cas, qui m'a marqué, c'est toute la suite Conjuring, etc. Donc j'ai retrouvé vraiment des vibes que je retrouvais plus dans d'autres films d'horreur. En termes de bande son, etc. J'ai plus le nom du compositeur de la bande son et de l'ensemble des bruitages, etc. du film. Mais il y a vraiment un gros travail qui a été fait dans ce film, dans les dossiers Warren, etc. C'est le même compositeur. Et voilà. Ouais, c'est vrai qu'ils font fort parce qu'on retrouve l'ambiance en plus des jumpscares dans ces films-là. C'est ça. Souvent on décrit le cinéma d'horreur moderne comme des enchaînements de jumpscares et puis c'est tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette ambiance qu'on peut retrouver avec Insidious. Ça a été la Grave. PLS, hein, Insidious. Ah oui, le générique de Insidious, c'est vraiment... Ouais, même en termes de musique avec les il donne la violons, couleur directe, c'est ça. suraigus, là. Exactement. Ce genre de truc là, ça nous a vraiment... ça faisait partie de nos influx, quoi. On s'envoyait des trucs comme ça, en tout cas, Ouais. à un moment pour dire tiens, on veut partir vers ce genre de truc, vers ce genre de sonorité, parce que l'image est importante, mais le son, nous on est en plein dedans, hein, donc c'est Ouais. vraiment ça qu'on checkait aussi, carrément. Puis après, c'est vrai que quand on disait horreur, enfin, il n'y avait pas que il n'y a pas que l'horreur dans le sens épouvante. Enfin, moi, je sais qu'il y a une des compos de l'album où en fait, quand je l'ai composé, je suis parti d'un espèce de piano parce que j'avais regardé le film Requiem for a Dream, qui n'est pas du tout un film d'horreur. Mais cette petite mélodie m'énervait en fait, et alors après bon, au final je suis parti de ça et j'en ai fait complètement autre chose et maintenant ça ressemble plus du tout. Mais il y a déjà eu ça, il y a eu aussi, je me rappelle, une fois j'avais fait un sample et vous m'aviez dit ça ressemble trop à... Comment il s'appelle le film je me rappelle plus. On va retrouver. C'est un sample pour le coup, par contre c'est un film d'horreur, c'est pas l'Exorciste où mon sample de piano il ressemblait à... Je me rappelle vraiment de Requiem Avec Fatal. avec Fatal Abduction. Ouais. Bah, je sais plus, mais c'est vrai qu'en fait, il y a eu des fois, en fait, c'est même pas comme Cyril disait, c'est même pas le film en lui-même. Enfin, moi, je sais que j'ai été très fan de films d'horreur quand j'étais gamin. Quand je dis horreur, moi, j'étais fasciné par les Freddy Krueger, les Jason Voorhees, enfin tous ces tueurs en série comme ça à l'ancienne. Mais c'est vrai que c'est plus en fait dans les sons en fait qu'on retrouve justement dans ces films-là, toutes les gammes mineures comme ça bien glauques et tout, et c'est vrai que nous pour parler de nos samples, la composition des samples de base, c'est moi qui gère les samples, mais en fait ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez après, parce qu'on passe par Francesco de Flesh God Apocalypse. En fait, on lui envoie nos pistes MIDI et c'est lui qui retravaille le truc. Et c'est vrai que plusieurs fois dans les reviews, on lui disait justement n'hésite pas à mettre quelque chose de l'horreur, enfin quelque chose dans ces thèmes-là. Et voilà, donc c'est pas vraiment qu'on a, admettons, à part notre batteur, des grandes cultures cinématographiques, mais c'est vrai qu'on a beaucoup puisé dans les musiques de films d'horreur pour s'inspirer, surtout dans l'orchestration à côté, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que quand on parle d'horreur, on pense plutôt à des groupes de black sympho comme Cradle ou Carash en Graine qui misent beaucoup là-dessus. Et du coup, c'est rafraîchissant dans cette scène. Cool. Merci. Bon, vous sortez votre premier EP suite à ça. Donc, ça pose les bases. Un petit côté tech death, un poil mélo, mais surtout aussi et des synthés pas trop en avant et traduisant justement cette ambiance à ces films d'horreur. On fait le lien. Il est sorti en indépendant en 2019. Alors comment on se défatouille à la veille d'une période inattendue d'isolement pour se faire connaître au sein de la scène métal régionale ou même en dehors de nos frontières du Nord-Pas-de-Calais. Comment ça a été perçu? Comment vous avez vu vos débuts? Comment vous avez les retours qu'il y a pu y avoir? Alors, moi, comment dire, c'est vrai qu'on a élaboré une stratégie avant la sortie de l'EP. On s'est dit, voilà, on va enregistrer l'EP, on ne va pas s'annoncer, on va attendre d'avoir déjà tout enregistré, d'avoir déjà plusieurs clips de fait, de réaliser, etc., avant de se lancer. Et je pense que c'est ce qui nous a permis d'arriver fort et de faire un petit boom, en tout cas régional.
à partir de là, voilà, tout s'est très vite enchaîné. Ça C'est s'est très vite enchaîné, enchaîné. On a eu pas mal de dates, etc. Pour promouvoir tout ça. On a continué aussi à sortir du contenu, à tourner des clips, etc. Avant de commencer à travailler ensuite sur notre premier album. Ouais. Donc des bonnes réceptions. Beaucoup de concerts ou pas en 2019? Au début, quelques-uns quand même. Hein. Enfin, c'est vrai que je rebondis, je reprends un peu ce qu'il disait. Ce qui a été cool aussi, nous, au début, en fait, c'est que comme on avait tous eu des groupes avant Solar Eruption, en fait, on avait tous déjà un peu des contacts dans la région, plus ou moins. On nous connaissait tous en tant que musiciens, entre guillemets. Et ce qui fait que, comme Cyril l'a dit, une fois qu'on avait vraiment fini on avait 3 clips de fait, on avait l'EP qui était enregistré, qui était mixé, on avait déjà tout prêt. On a fait tout un travail de com sur la longue, en fait. On a commencé par des images, par des petits teasers un peu flous pour que les gens ils se demandent mince, il y a un groupe qui est en train de se créer, c'est bizarre, on les connaît tous mais on sait pas ce qui va arriver. Donc on a vraiment essayé de jouer là-dessus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on avait la chance d'avoir notre batteur qui avait déjà aussi pas mal fait de vidéos sur YouTube, dont des vidéos qui ont beaucoup de vues. Donc c'est vrai que quand lui a annoncé qu'il lançait son projet, ça a amené aussi une crédibilité. Alors là, c'est cette fois-ci moins dans la région, mais justement un peu plus loin, parce qu'il est reconnu comme très bon batteur par beaucoup de gens, donc c'est vrai que ça nous a aidé aussi. Et après, malheureusement, pour rebondir sur les concerts, on a eu pas mal de petits concerts en 2019, mais ça restait plutôt calme. Mais en fait, très rapidement, on a eu des propositions de tournée en Europe. On nous a proposé, on devait faire une tournée justement avec Huracan, que tu citais tout à l'heure. C'était en Hollande, en Allemagne, on avait à l'époque. Et en fait, malheureusement, il y a eu le Covid. Ouais. Et ça a vraiment tout détruit. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à remonter derrière, en fait, parce que déjà une baisse de motivation, parce que je pense que tous les musiciens, on s'est pris une grande claque dans la gueule. Ça s'est senti, c'est revenu vraiment petit à petit. Ouais, quand même, la reprise a été dure, ouais. 3 ans pour avoir une vie culturelle, musicale. De toute façon, il n'y avait plus de salles de concert qui bookaient, il n'y avait plus rien, tout était... ou alors on se disait on va booker, puis à la dernière minute ça s'annulait parce qu'il y avait des restrictions, parce qu'il y avait parce qu'il fallait des passes sanitaires, etc. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, on est très vite monté, enfin très vite, attention, hein, c'est un grand mot, on n'est pas vraiment monté, mais... À votre échelle, en tout cas. À notre échelle, en tout cas, on a fait beaucoup de bruit très vite. Et malheureusement, en fait, ce Covid a fait qu'on est redescendu aussi vite qu'on est monté. Et après, ça a été très dur de se remettre vraiment dedans. Donc pareil, on savait que notre chanteur allait partir, mais on a quand même finalisé l'album. Mais on savait qu'on allait perdre un membre, donc on n'avait plus cette niaque, parce qu'on savait pas comment on allait continuer. Donc très bon début, mais malheureusement... Ça fait double baptême du feu, double effort en quelque sorte. Vous lancez, paf, après il faut refaire le travail. C'est ça en fait, ouais. Ouais, assez compliqué. Mais bon, maintenant c'est là, et je sais que le nom de Solar Eruption, il résonne pas mal au niveau de la scène, donc c'est cool, vous avez bien su rebondir, je pense. C'est cool. Ouais, alors vient en 2023 la sortie de l'album, donc ici présent, The Demon's House. The Demon's House. Donc là, c'est ça y est quoi, long format. Ouais. Comment est-ce que déjà les années d'isolement, on va dire les années de restriction où tout tourne au ralenti, ça vous a aidé? Il y en a que ça a inspiré à composer encore plus. Vous, comment vous avez pu vivre ça au sein de Solar Eruption? Est-ce que ça vous a permis de peaufiner votre style, ou comment vous avez mis cette période à profit, ou peut-être juste pas du tout et vous attendiez juste que ça reprenne et puis voilà quoi. Tu veux répondre ou je réponds? Commence peut-être en termes de compos. Alors moi justement, c'est plus ce que tu disais en dernier. Moi je trouve que le Covid, ça nous a vraiment freiné, ça nous a vraiment bouffé notre motivation. Aussi parce que personnellement on a eu aussi des soucis, des changements de boulot ou des trucs comme ça pour certains, donc c'est vrai que ça a amené pas mal de contraintes aussi financières, on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre, ça coûte cher quand on fait tout en indépendant, ça coûte très cher.
Et donc c'est vrai que ça nous a énormément freiné et comme on n'en voyait pas le bout, on se disait peut-être que on n'allait pas arrêter parce qu'on avait cette niaque, mais on se disait merde, ça sent pas bon pour nous quoi. Et donc c'est vrai que non, cette période n'a pas été du tout propice à la compo ou à... On avait des idées, on continuait à se voir comme on pouvait et tout, mais c'est vrai qu'on n'avait plus cette niaque du début malheureusement. Ouais. Le fait de moins se voir, de moins répéter, de plus pouvoir faire de concerts, qui est un petit peu le but d'un groupe, hein, c'est de se Tu fais vivre le projet. faire des représentations, se reproduire aussi éventuellement. Mais c'est vrai que ça profiter du Covid pour avoir des enfants peut-être. ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça nous a mis un petit coup. Bon, après ça nous a aussi inspiré quelques petits trucs, dont je pense au morceau Price to Pay sur l'album, qui parle un petit peu de ça indirectement. C'est imagé, mais c'est l'idée là. Ouais. C'est l'idée là, exactement, c'est ça. Donc c'est vrai que sans se voir, ça nous a mis un petit coup, mais ça ne nous a pas enlevé en tout cas l'envie de continuer à faire de la musique, parce que ça c'est toujours présent quoi, en tout cas. Ouais. Et pour cet album, alors vous avez fait le choix de rester en indépendant. Il y a des raisons particulières ou dites-moi. Alors de base, c'est vrai qu'on s'était posé la question à la création du groupe, alors qu'on n'avait aucune opportunité à ce niveau. On s'est dit bon, est-ce qu'on commencerait pas en indépendant ? On en a la possibilité aujourd'hui. On voit que dans plein de styles de musique aussi, il y a des groupes qui sont indépendants et qui s'en sortent très bien. Donc c'était pas vraiment c'était un peu un choix au début, mais très vite on s'est quand même dit bon, on a quand même besoin de voir plus loin, peut-être de se faire distribuer, peut-être aussi de trouver une agence qui va nous trouver des concerts, parce que on comptait beaucoup sur... nous, on a très peu organisé de dates finalement, on a beaucoup compté sur les associations locales ou en France, etc. C'est eux qui nous contactaient plus que nous qui essayions d'organiser. Ouais. C'est ça. Après, honnêtement... On regarde les propositions, etc. On n'est pas contre l'idée de se faire signer un jour. Mais on a signé en tout cas chez DF Booking en 2024, qui est une agence de booking allemande. C'est vrai que ça facilite pas mal. Ouais, ça nous a permis de faire pas mal de choses, dont cette tournée européenne l'année passée en 2024. Pas mal de dates un petit peu partout, le Deathfest en Allemagne, le RI là, en Hollande, voilà, qu'on a fait il y a une quinzaine de jours. Donc c'est vrai que ça nous a lancé de belles opportunités de rejoindre cette structure et à voir pour le futur et pour les futurs albums. En tout cas, on est fermé à rien. Ouais. En tout cas. Alors il a été sorti à 1000 exemplaires, je crois. Cet album ouais. Non, actuellement il est sorti à moins de 500 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Okay. Il n'y a pas eu de distribution, c'est-à-dire qu'on le vend uniquement sur notre shop, au concert aussi. Donc pas de distribution, ce qui explique une quantité très limitée. Ouais. Et alors on en parlait un peu tout à l'heure, vous parlez de Francesco de Midas Studio. Yes. C'est ça, il a bossé notamment, donc vous aviez dit, avec Flash God Apocalypse. Ouais. Ça. Il fait partie un des membres de Flash God. Ouais, c'est le clavier. Il a bossé avec Shadow of Intent notamment. Comment s'est créé le lien avec ce gars-là ? Par mail. Tout simplement. C'était Federico. Ouais. En fait, tu as raison. Pour expliquer, on a deux membres dans le groupe, donc notre batteur qui est parti et moi-même qui sommes fans de Flash God Apocalypse, surtout en termes de composition. Enfin, ils sont... Bref, on n'est pas là forcément pour parler d'eux, mais ils sont trop forts. Oh, mais tu peux. Et en fait, c'est vrai que quand on faisait donc pour l'EP, en fait, ce qui arrivait, c'est que donc comme j'expliquais, c'est moi qui fais la base des samples et on l'avait envoyé à notre producteur qui est Federico Ascari, qui est dans Wind Destruction d'ailleurs maintenant. Et donc en fait, il avait mixé et un peu arrangé les samples, mais il était resté sur ce qu'on avait fait.
Et en fait, sur l'album, on voulait justement next level, on voulait quelque chose de beaucoup plus puissant. Et en fait, en discutant avec ce même producteur, il nous a dit ah bah je connais un mec qui fait ça, il fait partie de Flèche God. Et là, on s'est dit waouh, c'est une blague. Inespéré. C'est une blague, c'est pas possible quoi. Ouais, il a son entreprise, il fait des samples, nanana. Et il nous a donné quelques prods, dont Shadow, dont Nana. Et c'est là qu'on s'est dit il nous le faut absolument quoi. Donc en fait, on a fait le test sur une seule chanson, qui est The Great Escape, qui est sur l'album. Et en fait, à l'issue de cette collab, on s'est dit non, c'est mort. On fait l'album entier. Enfin, On est tombé amoureux, quoi. c'est trop fort, c'est Convaincu. tout ce qu'on aime. C'est le mec a complètement compris. En plus, on a eu vraiment une belle osmose avec ce gars-là. Super, il comprend ce qu'on lui dit. Dès qu'on fait des modifs, il arrive toujours à trouver le petit truc qui nous plaît. Et on s'est dit, tant pis, ça va nous coûter un rein, mais allez, let's go. Le résultat, il Il nous le c'est faut vrai, sur là. l'album en collab entière. Et c'est vrai qu'il a vraiment next level l'album, quoi. Moi, je trouve que vraiment, quand je réécoute les anciennes prods, ça m'arrive des fois, par nostalgie, de réécouter. Et que j'écoute l'album, je me dis, non, franchement, on a vraiment bien fait de passer par ce mec-là, quoi. Alors, on parlait de Francesco qui a bossé notamment avec Shadow of Intent. Et justement, là, bientôt, il y a la tournée avec Shadow of Intent. C'est Whitechapel Lorna Shore. et Lorna Shore. Bien sûr. On a tous notre Et ticket. vous y allez où à Bruxelles À Bruxelles, À Bruxelles, ouais. Idem. On Ah s'y bah, verra on s'y là-bas verra avec là-bas, grand alors. plaisir. Si on arrive à se choper, je crois que c'est une très très grande salle. Carrément. Et justement, ces groupes-là font des tournées c'est des zéniths, quoi, limite. Est-ce que dans le deathcore, tel que vous le pratiquez avec un gros côté quand même death, des synthés, du coup, je pense forcément à Lorna Shore, même si c'est encore différent. Est-ce qu'il n'existe pas une sorte de concurrence déloyale, si on peut parler de concurrence, mais le fait que les groupes qui ont le plus la hype sont des groupes, des grosses machines de guerre qui sont... alors, je vais pas dire commercial, c'est négatif, mais en soi, ça remplit quand même des grosses salles. C'est très très bien, et ils ont raison d'avoir chopé le bon filon. Mais le fait que ce soit des grosses machines américaines, après dans un autre Oui. style évidemment, Slaughter to Prevail, eux sont russes, mais eux ils font des sold out pas possibles. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme écart entre ces énormes machines et les scènes underground, comme c'est le sujet de la chaîne de toute façon, Ouais. comme Solar Eruption qui est déjà dans le haut de l'underground, hein. Vous avez quand même des dizaines de milliers de vues sur les clips sur YouTube, quasiment je crois qu'on a plus de 2800 auditeurs mensuels différents sur Spotify. C'est quand même énorme dans ce milieu, quoi. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les grosses machines et l'underground, on va dire? Comment vous le ressentez, vous, de l'intérieur, en tant que Oui, groupe? il y a une différence qui est notable, ça c'est clair. Après, moi personnellement, ça a plus tendance à me donner de l'espoir. L'espoir de me dire, tiens, ces groupes de deathcore qui n'étaient pas trop regardés il y a 10 ans, 15 ans, aujourd'hui en fait sont sur le devant de la scène et sont aussi populaires que des groupes qui sont dans des groupes moins de niche, on va dire. Donc ça nous donne un peu l'espoir de nous dire, bah tiens, en fait, le style qu'on fait est peut-être sujet à un jour aller plus loin. En tout cas, ça nous donne cet espoir. Après, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a un petit fossé actuellement entre là où on en est et là où en sont ces groupes. Évidemment, il y a pas mal de Oui. choses qui aident, hein, dont démographiquement parlant, nous on est un peu paumé dans le nord de la France, donc il faut réussir à sortir son épingle du jeu et aussi peut-être réussir à se différencier de ces groupes-là en apportant quelque chose de nouveau. Donc on réfléchit continuellement là-dessus et on essaie de proposer de nouvelles choses, et surtout en ce moment en termes de composition, etc. Donc si vous avez des choses à ajouter. Bah, Pas spécial. moi, peut-être un peu. C'est vrai que, comme Cyril y disait, alors c'est pas du tout pour faire de la plainte ou quoi que ce soit, mais le fait non, d'être dans t'inquiète. le nord de la France, c'est vrai que ça aide pas beaucoup. Alors, déjà, de 1, parce que notre style, comme on disait au tout départ, n'est pas le premier dans la région. Et de 2, en fait, on se rend compte qu'en France, il y a une grosse partie Paris-Marseille, un peu comme dans le rap. J'ai l'impression Ouais. que quand on vient de Paris ou quand on vient de Marseille, on a peut-être
je dis pas plus de contacts, mais voilà, on rencontre peut-être plus facilement les bonnes personnes, etc. Et ça peut aider. C'est vrai que c'est pour ça que nous, c'était notre premier objectif quand on a commencé Solar, c'était de, en premier, entre guillemets, voilà, faire nos preuves dans notre région, parce que c'est notre région. Mais très vite, on a voulu aller vers Paris, parce que c'est là que ça se passe, en fait. C'est là qu'il y a les réels bookers, c'est là qu'il y a les belles salles, c'est là où tout se fait, en fait. Et c'est vrai que pour un petit groupe comme nous du nord de la France, c'est compliqué. Et ouais, il y a un fossé énorme avec, par exemple, les groupes que tu citais, Lorna Shore, Slaughter to Prevail ou Shadow of Intent. C'est vrai que c'est compliqué. Je me dis, ça peut paraître bête, mais si demain, admettons, Lorna Shore il viendra en France, c'est mon avis, hein, perso, il n'y a aucune prétention là-dedans. Mais je trouve que niveau style, on serait un groupe où on pourrait ouvrir, par exemple. Ah, mais carrément, ça pourrait le faire. Je trouve que le plateau, il serait... Alors après, attention, il y a vraiment zéro prétention quand je dis ça, mais c'est vraiment dans le style, je trouve, que ça se matcherait bien. L'affiche serait cohérente, en fait. Voilà, ce serait cohérent en termes de style. Mais je pense que si demain, Lorna Shore, et de toute façon, ils vont revenir en France, enfin, ils viennent, mais c'est vrai que là, c'est un gros plateau avec que des têtes d'affiche. C'est Paris, puis c'est Paris, d'office. Mais si demain, je pense que si, admettons, Lorna Shore viendrait en France avec une ouverture possible par un groupe français, je pense pas que ce serait nous qui serions choisis, parce qu'on n'a pas les... On n'est pas dans la boucle en fait du truc, quoi. Il y a beaucoup de groupes comme ça sur les premières parties. Alors je sais que ça se fait dans le black, où tu payes pour être première partie sur une tournée sur quelques dates. C'est pas grave, ça fait de la visibilité, ça se prend. Si le deal est raisonnable, non, bien sûr, hein, voilà, ça fait partie des... Mais après, dans cette scène, je sais pas si ça fonctionne aussi de la sorte. Je suis vraiment pas au fait de comment les bookers sur des tournées mondiales comme ça font avec des grosses machines. Donc, Après, ouais, tournée mondiale, de toute façon, on n'a pas du tout cette prétention-là. Oui, non, mais on pour les dates pas qui seraient en France, en Belgique, par exemple. Par exemple, ouais, non. Je pense qu'il faut, encore une fois, en France, je pense qu'il y a 2-3 assos qui gèrent un peu le booking en France. Quand je dis qu'ils gèrent le booking, qui gèrent le gros booking. Ouais. Et je pense que si on n'est pas dans le roadster de ces agences-là, malheureusement, non, on n'a pas la possibilité d'ouvrir pour de tels groupes, en fait. Oui, en France, t'as Garmon Bosia pour les plus connus, hein, qui s'occupent de faire jouer pas mal de trucs de métal extrême. Ils ont presque pas le monopole, mais ils se sont bien démerdés pour gérer les tournées comme ça. De toute façon, pour moi, les grosses machines en France, ouais, c'est... où ils sont signés... où il y a Damien Boutami, là. Comment ça s'appelle j'ai vu le nom. Very Show, ouais, voilà, Very Show. Very Show, c'est vrai que c'est... je pense que voilà, ce serait un groupe de Very Show si demain, admettons, par exemple, Lorna Shore viendrait... En demande d'une première partie, je pense que ce serait par exemple, ou après il y a à Gauche de la Lune aussi qui nous a déjà booké sur l'île avec 1050. C'est vrai que c'est des grosses agences et alors on a déjà essayé d'envoyer des mails ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que là nous ce qu'on s'était dit par exemple, pour revenir aussi sur une autre question, c'est que là ce qu'on voudrait faire pour alors je vais spoiler peut-être un peu la suite de l'interview, mais pour le deuxième album, voilà, nous ce qu'on s'était dit c'était de vraiment arriver avec quelque chose de... On voudrait refaire la même technique que l'EP, c'est-à-dire vraiment arriver avec pas mal de choses déjà faites et peut-être la démarcher en mode voilà ce qu'on est capable de faire en indépendant. Est-ce que ça vous donne envie de nous donner un coup de pouce pour pousser le délire beaucoup plus loin par la suite, quoi. On verra. Toujours cette ambition au fond. De toute façon, il faut avoir de l'ambition. Il faut rien lâcher, il faut rien lâcher. C'est clair. C'est comme ça qu'on crée des belles choses. Alors sur votre site, il y a un lien qui renvoie sur beaucoup de plateformes. Donc d'écoute, évidemment Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music. On n'a pas de... Désolé. C'est pas grave, désolé du direct. C'est pas grave, vas-y. D'autres plateformes que je connaissais pas comme Pandora, ou Awa, Tidal, toutes les plateformes musicales. Est-ce que pour vous, le futur de la musique, il est dématérialisé ? Vaste débat. Je commence et tu vas finir parce que tu seras beaucoup plus... T'auras beaucoup plus de choses à dire que moi. Moi, je pense que oui. Clairement, on va arriver sur un format dématérialisé.
enfin complet. Alors on parle de l'évolution de toute façon, après je précise que est-ce que c'est bien ou mal, ça c'est un avis, tu vois. Je vais donner le mien en tout cas. Voilà. moi. Non, on démarre sur un fait, oui, tu penses factuellement que oui. Je pense que Ça rejoint mon voilà, avis, la beaucoup de gens finalité ne utilisent, sera que ça. Maintenant, pour donner un exemple tout bête, et on en a la preuve aujourd'hui, je trouve que ça fait toujours plaisir, un petit CD physique. Carrément. Ça a son charme. Je pense Grave. que dans 20 ou 30 ans, il y aura toujours des collectionneurs comme je vois Oui. devant moi avec des bibliothèques avec je ne sais combien de CD parce que ça fait partie aussi de... Enfin, l'être humain aime bien collectionner, hein, donc on aime bien Exact. avoir du physique. C'est beau, ça donne envie. En concert, je pense que c'est quelque chose qui est primordial à la table de merch. Donc oui, on va en arriver à n'avoir que ça, mais je pense qu'il faut que les groupes de musique, en tout cas petits ou gros, mais on continue à avoir ce genre de choses parce que ça... Moi, admettons, en tant que fan de certains groupes, ben ouais, j'aime bien écouter sur Spotify, mais j'aime bien avoir mon beau CD avec mon livret, avec les lyrics dedans ou je ne sais quoi. Donc oui et non, on va dire. Voilà mon avis. Il y aura toujours des collectionneurs, je pense, surtout dans le métal extrême. Exact, c'est ce que j'allais dire. Surtout dans le métal, j'ai l'impression que c'est Ouais. une communauté qui aime soutenir ces groupes locaux, etc. Et acheter des albums, même si on n'a pas de lecteur CD, juste pour le soutien, pour l'objet. C'est ça. Et je pense qu'on a pu aussi avoir le débat avec le vinyle il y a une paire d'années. Et on voit en final que ça revient en force. Ouais, ça revient en Rien que force. pour les visus, pour les artworks, pour garder une pièce comme ça. Tout est tellement numérique aujourd'hui que, en tout cas, les métalleux aiment bien avoir leurs t-shirts, leurs CD, etc. Et c'est important, c'est important. Je pense que tout... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Bah, tu sais, alors là, on va complètement s'écarter du sujet, mais... C'est pas grave, on est là pour moi ça. quand je vois, alors c'est pour l'exemple, mais j'ai pas pour raconter ma vie, mais j'ai mon papa qui voilà, refait sa vie, et cette dame a une fille, et pour son anniversaire, je lui ai acheté un CD de la Star Academy, bref, c'est pour l'anecdote, et j'ai vu dans ses yeux vraiment que... Elle était vraiment heureuse, quoi. Enfin, elle avait vraiment elle a pris le CD, elle l'a regardé de partout, sous toutes les formes, elle a regardé l'intérieur, et je me dis que... Même dès le plus jeune âge, on a ce truc de l'objet, de... Toucher la musique. Ouais, enfin, voilà, c'est bien, il y a ce qu'on écoute, mais il y a le tout à côté, on a l'impression un peu de... Ouais, déjà, comme Cyril disait, de soutenir l'artiste. Bien que sur les grosses machines, ou un CD de plus ou un CD de moins, ça se voit pas, mais c'est notre petite appartenance avec l'artiste qu'on aime. Enfin, moi je le vois comme ça. Et... C'est comme un lien. Ouais, c'est ça, vraiment, comme un clairement, lien. ouais. Bah, c'est vrai que le dématérialisé, il n'y a pas ce côté... Bon, on utilise tous un peu, hein, plus ou moins, par des sûr. die-hard fans qui sont Bien dans sûr. leur pièce avec les CD, mais bon... C'est l'ultra consommation aussi. Un CD, on le met. Pour changer de CD, il faut faire un effort, il faut enlever le CD, il faut en prendre un autre. Exactement ça. Alors que le stream, on fait skip et là, on passe complètement à un autre artiste, à un autre style. Et ça, malheureusement, pour les artistes, ça peut être compliqué. Ouais, De se ça. faire skip en 10 secondes sans avoir sa chance de se faire écouter entièrement, c'est dommage. Mais la conséquence de ça, c'est que les concerts et le merch font plus vivre les groupes 100%. que les écoutes Spotify. Hein, de Bien toute sûr, façon. mon Dieu, Bah bien oui. sûr. Carrément. Évidemment. D'ailleurs, en parlant de merch, sur les clips, on voit souvent avec vos blousons Solar Eruption. Oui. Voilà. Donc, c'est des blousons exprès pour vous ou C'est ça. vous en faites en merchandising? Alors, Excellente question. tu vas À l'heure putain, j'ai actuelle, parlé- déjà, j'ai déjà parlé à l'heure plus que toi, actuelle, vas-y, je te laisse parler. Et ce que vous Oui. envisagez pour la suite concernant les blousons Solar Eruption? Alors, c'est Oui, vraiment une oui, oui. question, Compléterai si voilà, jamais, mais- vas-y. Alors, c'est vrai que de base, on s'est dit, voilà, nous, notre nom, c'est Solar Eruption, donc éruption solaire. Donc, on a eu un concept où on s'est dit, tiens, on a envie de se différencier un petit peu et d'avoir une tenue de scène. Et donc, suite à ça, on a choisi, chacun un symbole d'une planète du système solaire. On se l'a attribué. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, Solar Eruption, c'est ça. C'est le système solaire et ses planètes. Hein, donc, chaque membre a son symbole, chaque membre est aussi remplaçable par un autre, par une autre planète, etc. Enfin, bon, bref. Et donc, on est parti là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous a beaucoup demandé de faire du merch comme ça,
d'avoir nos windbreakers en vente au niveau du merch. Parce que c'est aussi notre tenue de scène. C'est notre tenue de scène, notre tenue de qu'on ne clip porte scène d'ailleurs aussi. pas aujourd'hui, hein, mais On aurait pu. Pas grave, On s'est posé la question. Non, mais sinon, il va vite faire chaud avec les spots et tout. c'est On vrai. a c'est beau vrai. être en hiver, ça réchauffe vite dans le salon. Par contre, on fait des petits clins d'œil comme ça, c'est-à-dire que quand on s'est lancé, on avait chacun notre symbole et on s'est dit bah tiens, on va sortir un t-shirt pour nos fans, pour les gens qui nous soutiennent, avec non pas un symbole de n'importe quelle planète, mais le symbole de la Terre. Et donc en fait, on a reproduit nos windbreakers sur un t-shirt avec le même symbole devant, et à l'arrière, au lieu d'avoir son symbole de planète, les gens avaient le symbole de la Terre. Et donc ça nous relie un petit peu en se disant que eux c'était la Terre et nous c'est les planètes autour. Voilà, c'était. On l'a vendu très vite cette série là, c'est Ouais. très rapidement on a été. On a tout vendu quoi. Donc, Ouais. les gens avaient aussi cette envie d'appartenance entre guillemets, et c'est vrai qu'on nous a demandé souvent pour les windbreakers. Ouais. Et en fait, on l'a pas fait pour la simple et bonne raison qu'en fait, on trouve que c'est un peu voler nos fans dans le sens où ça nous revient extrêmement cher de le faire, même en grosse quantité. Et une fois, on avait fait des devis et je sais plus, je crois que le moins cher qu'on pourrait le vendre, on avait vu 80 ou 90 euros, je sais plus. Si on Et veut, s'est si on dit, veut bien à le notre faire. échelle, non. Non, on peut pas se permettre, on n'est pas Surtout que perso, quand je vois des t-shirts Belphegor à 40 balles, j'ai pas envie de les acheter. Pour des grosses machines déjà. Voilà, moi donc je pense c'est que, sûr nous ça ça n'aide c'est pas. pareil, c'est une question qu'on s'est posée mais on était tous d'accord là-dessus parce que oui, comme tu disais, le merch fait l'argent du groupe, c'est clairement une de nos plus belles rentrées, c'est le merch. Enfin il y a les cachets aussi mais il y a surtout le merch mais on n'a jamais voulu abuser en fait. C'est-à-dire que des fois on s'est retrouvé à des stands de merch où on était bien moins cher que les autres alors qu'on était tête d'affiche par exemple. Et on se disait, on est con, on pourrait augmenter et tout. Et en fait, on n'a jamais vraiment voulu augmenter parce qu'on avait aussi cette envie de... C'est même pas de plus vendre, mais c'est que ce soit accessible à tout le monde en fait. Et que tout le monde puisse avoir son petit Ouais. t-shirt Solar Eruption et tout le monde puisse soutenir à sa manière. Et c'est ce qui fait qu'on a des articles à 5 euros, on a des articles à 10 euros, à 15 euros. Et on n'a pas... Quand on a commencé à vouloir faire un windbreaker pour les gens, donc on était parti sur ce même délire de la Terre, comme ça, chacun a son symbole et eux ils ont le symbole tous les fans ont le symbole de la Terre. Et quand on a vu le prix, on s'est dit non, c'est pas dans notre éthique, ça va revenir beaucoup trop cher pour les fans et on préfère pas. Sans compter que certains festivals prennent un pourcentage sur le merch qui est vendu aussi. Alors ça jusque-là on s'en est toujours sorti. Big up à tous ceux qui nous ont bookés, à tous les fests qu'on a fait parce que franchement c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette chose là. Mais par contre oui on a déjà entendu et c'est notamment sur des grosses machineries type Hellfest, tout ce genre de choses. Malheureusement c'est pas les artistes qui vendent leur merch souvent pardon. C'est des gens de l'association en fait, enfin du Du festival. Hellfest Crew, des bénévoles. Voilà qui et Ouais. bah voilà ça a un prix donc il y a généralement un petit pourcentage qui est pris. Nous jusque là ça n'est pas arrivé mais c'est pareil, c'est à la table de merch c'est toujours un de nous, alors un proche de nous, une de nos compagnes ou ce genre de choses, mais sinon on tient aussi à ce que ce soit l'un des membres du groupe qui soit au merch pour pouvoir discuter avec les gens qui ont apprécié le show, etc. Ah oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux quand même. C'est toujours mieux. Et pour les windbreakers, on en a déjà fait gagner aussi. Ouais, On n'en a jamais c'est vendu, vrai. mais on a déjà fait des concours pour faire gagner des windbreakers. Ça rend aussi le truc rare. Et puis c'est très sympa quoi. C'est cool, ouais. Les gens ils apprécient toujours un Ce concours. qui fait que là, à part nous, il y a combien ? Il y a 2 personnes qui ont un win. Ouais, il y a 2 personnes qui ont un win. Il y a Gaëtan, il y a Enzo. Ouais. Je me rappelle ceux qui ont gagné. Peut-être faire gagner le nouveau windbreaker l'année prochaine. Mettez un max de com si vous voulez un concours pour faire gagner le nouveau windbreaker. Alors maintenant on va parler un peu des clips. Donc il y en a 7. On a dénombré un peu sur YouTube avec beaucoup qui ont plusieurs de dizaines de milliers de vues, même certains qui dépassent la centaine de milliers de vues, c'est assez énorme. Il y a eu des collabs comme sur la chanson Dust avec Ed Garcia du groupe Vitalis, qui est un groupe de gent du Brésil, ou encore la
collaboration avec Dan Watson, donc sur la chanson UFO. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de tous ces clips? C'est certainement ou ceux qui sont plus importants à développer, parce que j'ai l'impression que vous développez une certaine image et que c'est important pour vous. Et le clip, c'est un des meilleurs supports. Vous avez dit tout à l'heure notamment que les pré-singles avaient fait l'objet de clips avant la sortie de l'EP. Exactement, ouais, c'est ça. Alors c'est vrai qu'à partir de l'album, on s'est focalisé plus en tout cas sur le visuel. De base, avec la sortie de l'EP, on s'est dit, bon voilà, on veut accompagner la musique pour montrer déjà qui on est, et pousser le délire, etc. Avec l'album, on a eu une autre démarche, on s'est dit voilà, on va essayer d'illustrer au mieux les lyrics et ce thème de l'horreur, des légendes urbaines, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire Bloody Mary, Suffocation, qui est un double clip en un directement, et d'illustrer en fait les lyrics et cette légende urbaine directement en vidéo. Pour nous c'était important. On l'a fait aussi sur Red Room, où on a raconté un petit peu les derrières de cette légende urbaine des Red Room qu'on a essayé d'illustrer. Je vous invite à aller découvrir ça si vous l'avez pas vu. Et dernièrement, Dead to Me qu'on a illustré aussi. Pour nous, c'est méga important en tout cas d'apporter un visuel à l'image pour projeter l'auditeur. Oui. Et lui laisser des images marquantes, etc. Voilà. Et puis je pense qu'en 2025, à l'heure d'aujourd'hui surtout, l'image est, je dirais même presque aussi importante que le son. Les gens, ils ont besoin d'être impressionnés, de s'en prendre un peu plein la gueule dans les clips. Alors après, c'est surtout le budget qui peut permettre certaines choses. Mais c'est vrai qu'on a essayé, nous, à notre niveau, d'illustrer au max, comme Cyril disait, les choses et d'essayer d'apporter un côté visuel marquant. Enfin, je pense surtout à Red Room. Alors bon, pour le coup là on n'a pas fait forcément le bon choix parce que Red Room c'était le clip qui est sorti le jour de la sortie de l'album, et en fait on se posait la question, on avait un parti pris, on se disait est-ce qu'on fait, quand on connaît la légende de la Red Room, c'est quand même quelque chose d'assez et on s'est dit est-ce qu'on pousse le vice en y mettant des choses un peu glauques quitte à se faire censurer sur YouTube, ou est-ce qu'on le fait en mode soft. On a opté pour un entre-deux, mais malheureusement YouTube a quand même censuré le clip, et c'est ce qui fait que quand on regarde en termes de vues, c'est le clip qui a le moins marché, c'est le clip qui a le moins été mis en avant de par cette censure. Mais on avait quand même... on savait que ça pouvait arriver, mais on s'était dit on veut pousser justement les lyrics. On fait du métal, donc autant aller au bout, et tant pis si on se fait censurer et que le clip ne marche pas. On veut aller au bout quand même du délire, entre guillemets, quoi. Ouais, je comprends. Et au niveau des collaborations avec ces deux membres d'autres groupes, dont un Brésilien, c'est inattendu. Dont un Brésilien, ouais, c'est vrai. Tu veux peut-être en parler ? Comme tu veux, je peux. Au niveau des collabs, en fait, quand on a fait l'album, on voulait partir absolument sur 4 collabs. Pourquoi 4 ? Parce qu'en fait, on s'était dit qu'on voulait deux Français, parce qu'on est français et qu'on veut aussi mais on voulait aussi 2 grosses collabs internationales, parce que on veut aussi amener de la crédibilité au projet, et c'est aussi des noms qui nous tenaient énormément à cœur. Donc comme Cyril expliquait, on a eu Dan Watson. Dan Watson, c'est vrai que c'est c'est Infantilator, c'est Enterpriser, c'est vraiment des groupes qu'on écoutait où on se disait waouh, la branlée quoi. Enfin, le mec est trop fort. Donc naturellement on lui a demandé, et c'est vrai que quand il a répondu présent, on était vraiment trop content. Enfin, on était super heureux. Malheureusement, c'était trop compliqué de faire un clip avec lui. Surtout du point de vue budgétaire, donc on en est resté à une track dans l'album, mais c'est vrai que on voulait aussi le clipper. Et après pour les autres feats, on a eu Pierre Danel qui est juste virtuose, un des meilleurs guitaristes, enfin c'est le meilleur guitariste français pour moi, et je pense que dans le top mondial il est dedans aussi. Donc on le voulait absolument. Et après on a eu aussi Vincent, qui est un ami à nous, qui est le chanteur du groupe Fractures, et c'est vrai qu'on adorait son timbre de voix, donc on le voulait.
Et pour finir, donc une petite anecdote justement sur Ed Garcia de Vitalism. En fait, Ed Garcia, c'est vraiment un mec qu'on suit depuis des années, Flo et moi, en tant que guitariste. Enfin, en tant que guitariste, tout le monde le connaît. C'est vraiment c'est un monstre, c'est un tueur, quoi. Et en fait, on s'était tapé un délire. On s'est dit, ce serait juste énorme de l'avoir sur l'album, mais on n'y croyait absolument pas, en fait. Et on lui a envoyé une demande, et en fait il nous a annoncé un prix qui était trop pour nous, malheureusement. Donc on s'est dit bon bah c'est tout, on laisse tomber, on n'aura que 3 feats dans l'album parce qu'on voulait pas prendre quelqu'un d'autre que lui, c'était lui ou rien, donc bon bah c'est tout, on restera à 3 feats. Et en fait, pour la petite anecdote, le Flo, le deuxième guitariste de Solar, a fait une vidéo cover de Vitalism justement sur YouTube. Même pas dans l'optique de que Ed Garcia le voit, mais parce qu'il adore ce groupe et il a voulu sortir une vidéo. Sauf que Ed Garcia l'a vu justement, et en fait il nous a renvoyé un message en nous disant c'était pas vous qui m'avez demandé un feat, ben si. Et là en fait il a dit ben j'ai été impressionné par la cover, ça défonce, et là il a baissé son prix, mais vraiment à un prix dérisoire. Enfin vraiment il nous l'a fait quasiment gratuit parce qu'il a vraiment apprécié, quoi. Et derrière, en fait, on s'est dit, pourquoi pas essayer de l'avoir sur le clip, quoi. Donc, on a essayé de mettre ça en place, et puis ça a marché. Donc, il a... Alors, bon, désolé, on va vous dire la vérité, mais il n'est pas vraiment dans le clip. En fait, il a loué un studio au Brésil, etc. et tout, pour coller au max avec le visuel de notre clip. Et enfin vraiment c'est la meilleure collaboration qu'on a fait, parce que le mec il est vraiment trop cool, super humble, extrêmement fort. Il continue même maintenant de temps en temps de partager le clip en story, etc. Et big up Ed Garcia, franchement, c'est vraiment la plus belle collab qu'on ait fait jusque là, quoi, je trouve. Voilà. C'est top. Et de quel groupe provient le deuxième dont tu as parlé? Tu disais c'est Virtuose, guitariste français. Pierre Danel, ah oui. Ouais. Bon, Pierre Danel, je pense qu'il est plus à présenter, il est dans Novelist actuellement. Ah ok, d'accord. Sinon, il y avait son projet Cadinia aussi. Enfin, c'est... Je vous invite vraiment à aller regarder, pour ceux qui connaissent pas, Pierre Danel, parce que c'est vraiment... il est pas humain, ce mec, il est vraiment pas humain, quoi. Et donc c'est vrai que quand on l'a contacté, alors même pour l'anecdote, hein, si on veut rester sur les anecdotes, la première, il nous a envoyé une version 1, et en fait elle était tellement folle, c'est tellement rapide, c'est tellement fou, que certains membres du groupe avaient l'impression que ça collait même pas, en fait, parce qu'on se disait mais c'est pas possible, c'est trop dingue, en fait. Donc on lui a demandé de limite de le baisser un peu, de lever un peu le pied et de faire un truc plus accessible, tellement il a une virtuosité et une imagination. Ça va leur jouer derrière aussi, du coup. Alors justement, c'est le défaut trop fort. Voilà, c'est vrai. Pour les lives, en fait, le problème, c'est que autant le solo de Ed Garcia que le solo de Pierre Danel, c'est des solos qui sont physiquement injouables à part par eux. Et donc, du coup, on a fait le choix de... Alors, la musique où Pierre Danel est dessus, on ne la joue pas en live. Donc, le souci ne se pose pas. Par contre, pour Dust, avec Ed Garcia, qu'on joue en live, Flo, le deuxième guitariste du groupe, a composé un autre solo propre à lui, et donc du coup en live il y a la version Flo, et en CD on a la version Ed Garcia, quoi. Voilà. Merci pour toutes ces précisions sur les clips. Vous provenez tous d'anciennes formations, vous disiez, vous aviez déjà du background. Est-ce qu'on peut en parler un peu, votre parcours on va dire professionnel dans la musique en tant que musicien, donc est-ce qu'on peut faire un tour de fauteuil pour parler de vos anciens projets? Bon je commence parce que j'ai le micro. Alors moi j'ai commencé très jeune, j'ai eu un petit groupe, ça s'appelait Weakness in the Humanity. Il y avait déjà une faute de drague dans le nom. Alors dis-moi exactement, Weakness in the Humanity, ça devrait être in Humanity en fait, mais bon, on était gamins, on avait 15 ans. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré l'ancien chanteur, le deuxième chanteur de Solar, Asmo, qui était du coup le chanteur de cette formation. Et alors c'était vraiment un groupe sans prétention, ça pour le coup. Et ensuite moi j'ai intégré un groupe qui s'appelait Amber Sea sur Paris,
à la basse, où là ça a fait un peu plus de bruit. On a fait l'Euroblast, on a fait une tournée en Angleterre, en Suisse. Ah oui, c'est quand même pas mal à on a l'Euroblast. on a joué avec Born of Osiris, Animal as Leader, donc ça a eu, voilà, et c'est justement ce groupe-là, quand ça s'est arrêté, où je me suis dit, j'ai eu la chance de goûter un peu au côté musique semi-pro, entre guillemets, enfin voilà, les gros fests, etc. et tout, et c'est là où je me suis dit vraiment, il faut que je monte un groupe, et c'est là qu'après, voilà, on revient sur le début de la discussion. Donc voilà. Carrément. Top, merci. Alors moi, j'ai pas commencé en tant que chanteur. D'abord, j'étais guitariste jusqu'en 2008-2009. Donc j'ai eu quelques petits projets, Blind Subject, and David Dare, que vous pouvez aller écouter par curiosité, mais je ne vous le conseille pas forcément. Blind Subject, ça a pas tourné un peu sur Douai, Lens, Si, tout ça si, à l'époque, si, j'ai ouais. dû vous voir. C'est vrai ? Faudrait que je retrouve mes flyers de 2007, 2008, C'est vrai ? 2009. Incroyable. Mais oui, j'en ai entendu D'accord. parler à l'époque Ah ouais. dans mes débuts de l'extrême. Ouais, si, Oh, voilà, ok. j'étais à la guitare, je composais pas mal. Et puis, à partir de 2009, j'ai rejoint mon premier projet en tant que chanteur, qui était The Betrayer's Judgment, donc plus metalcore. On a fait pas mal de belles choses ensemble, on a sorti des EP, des albums, on a eu l'occasion de faire pas mal de petites dates un petit peu partout en France, etc. Et puis, suite au split, après, petite pause avant finalement que les gars me proposent Solar et que je les rejoigne. Voilà. Ok. À toi. Alors moi j'étais à la base je faisais de la guitare, j'étais dans plusieurs projets, j'étais à des projets où on n'a pas vraiment fait de concert, c'était plus de la répète. Il y avait Blow of Fire and Damp, et après j'ai intégré, c'était Psychose à la basse, et c'est de là que j'ai connu Jordi en concert. Ok. Death Ouais, c'était du death metal et C'était cool, franchement, c'était cool. ouais, Psychose, ouais, c'était cool. Allez checker Psychose. Non, Il y a des clips et tout, allez voir. c'est vrai, ouais, il y a C'est des vrai. clips, il y a tout. Ouais. J'essaierai de trouver un aperçu. Dont un réalisé par D'autres. Par Un toi, peu, on a ouais. fait ensemble, ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. Incroyable. Ça date, ouais. Et après, je vais parler pour ceux qui sont pas présents dans le groupe. Bravo. Mais il y avait donc Flo, il y a Flo, le deuxième guitariste qui lui était dans un groupe qui s'appelait Undercry. Ils ont pas mal bourlingué aussi, ils ont fait pas mal de scènes, pas mal de concerts, puis des belles scènes aussi, hein, je sais plus, ils avaient... Pharos. Ouais, non, ils avaient fait des bons petits trucs et tout, donc là c'était plus du... Je dirais du métal, c'est même pas du corps en fait, c'est un... Ouais, métal moderne on va dire, allez, désolé Flo si c'est pas comme ça que tu le qualifierais. Il fallait être là. C'est ça, les absents ont toujours tort. Non mais... On plaisante. Bien sûr. Mais donc il y avait ce projet-là, et justement, pour la petite anecdote, c'est quand je voulais créer le groupe, même si comme j'expliquais au départ, c'était pas forcément du deathcore, je voulais quand même amener une touche technique, parce que c'est vrai que j'adore ça, le ça côté s'entend. shred à la Ça guitare et s'entend. tout. Et en fait, quand j'ai vu Flo, justement, il y a eu comme un coup de foudre, en fait, parce que je me suis rendu compte que on utilisait les mêmes techniques de guitare, le sweeping, ce genre de choses et tout. Et en fait, dans son jeu, dans Undercry, justement, je me suis pas mal retrouvé moi en tant que guitariste. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où on a commencé un peu... comme des gosses à sucer, t'es trop fort, nanana, tu vois. Et puis après, voilà, on s'est plus lâché par rapport à ça, quoi. Et après, il y a Jason, qui maintenant n'est plus dans le groupe, mais c'est important de parler de lui, parce que c'est vrai qu'il est là depuis le début, et c'est le fondateur aussi du groupe. Donc lui, alors, il y a eu plusieurs petits projets. Comment ça s'appelait Fireback, Evil Breath. Et, Evil Breath, ouais. Ah bah Ouais. voilà, ouais, donc tu vois, t'as connu. Et je les ai fait jouer. Ah bah, Au Uberlandia Fest à Douai, au Pavillon Rouge, c'était un projet étudiant. J'ai pris que des groupes locaux. ah bah. Et il y avait dedans Evil Breath. Ah bah tu vois, donc, et si tu te rappelles bien, il y avait un petit gamin de 13-14 ans à la batterie. Ouais. Et bah, C'était en 2008-2009. C'était lui, ouais, tu vois. le Il y avait des festival. cheveux, par contre. Ouais, il y avait des cheveux. Parce que maintenant il est Je chaud. me ouais. rappelle plus de la tête. Je me rappelle du chanteur qui était chauve, mais c'est tout. C'est trop loin. Et puis je suis pas Ah, physionomiste, alors Je le connais bien. je remets Ah ouais plus les têtes. J'allais voir la salle de répète, baver dessus parce qu'ils avaient un niveau monstre. Ah ouais, ouais.
Et c'est vrai que bon bah voilà, et après c'est vrai que Jason lui c'est plus sur les réseaux, notamment sur YouTube en fait, avec sa chaîne YouTube où il a fait pas mal de bruit, parce qu'il a fait pas mal de vidéos techniques. Mais vous avez fait une drumcam aussi, on trouve sur YouTube en peut-être. Ouais, bon, alors justement sur à côté vu qu'on parlait des clips, on voulait aussi nous, étant donné qu'on a un style de musique qui est quand même un peu technique, que ce soit à la guitare, que ce soit à la batterie et tout. C'est pour ça que vous pouvez aller voir sur YouTube, on doit avoir je sais pas combien, on doit en avoir 5-6 je pense au moins de vidéos playthrough de guitare ou de batterie. Parce que justement, on a, comme je disais, on a quand même une musique qui peut permettre de faire une belle vidéo. Et puis ça peut intéresser les musicos. Carrément. D'apprendre les morceaux, que ce soit à la guitare ou à la basse ou à la batterie, c'est vrai que on s'est dit que c'était important quand même de faire, faire des vidéos aussi playthrough, surtout qu'on a sorti toutes nos musiques, on les a sorties aussi en instrumental. Parce qu'on trouve que en instrumental ça apporte aussi quelque chose, donc on a voulu le sortir aussi autant avec la voix qu'en instrumental, aussi pour que des mecs fassent des covers si jamais ça les intéresse. Mais c'est vrai que le but c'était aussi de montrer la richesse entre guillemets de la composition. Oui, c'est riche, hein, c'est pas parce qu'on parle de deathcore, on va aborder le sujet juste après, justement le deathcore c'est pas qu'un truc basique en 000 quoi. Vous pas vraiment, non. Quelque chose d'assez développé, il y a un gros côté tech death comme je disais tout à l'heure, associé au deathcore. Mais ça je pense aussi que c'est dû aux influences, parce que moi je sais que je suis un gros fan de The Faceless, de ce genre de choses, et c'est vrai que alors après c'est vrai que peut-être que ça c'est quelque chose que par la suite vous verrez, je vais spoiler un peu la suite, mais ou peut-être que par la suite on va peut-être être un peu moins sur la technique, surtout à la guitare, pas à la batterie, mais à la guitare surtout, parce que c'est vrai que j'ai eu l'impression pendant un moment en fait de m'enfermer un peu trop dans ce délire-là il faut faire du technique pour faire du technique. Faut pas en faire trop, après ça se ressent pas Bon, il y en a pas trop. Tant mieux. L'équilibre il est bien dosé je trouve sur l'album, même l'EP de toute façon. Mais après c'est vrai que l'album c'était encore différent, parce que l'album on s'était dit en fait on va prendre l'EP, tous les retours qu'on a eu de l'EP on va le faire en mieux en fait. Donc on nous avait expliqué que l'EP, ce qu'ils avaient adoré c'était le côté technique, mais aussi le côté un peu avec les samples, etc. Donc on s'est dit pour l'album il faut qu'on pousse ce côté là, c'est-à-dire mettre beaucoup de technique, mais aussi mettre aussi beaucoup de choses qui vont faire bouger les gens en live, avec aussi ce côté épique, symphonique. Après je pars un peu sur d'autres sujets là, mais il y a peut-être nous faire plaisir aussi. Ouais, tout bien sûr. Ouais, non, ça c'est la base des bases, ouais. Boulot. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les projets passés. Certains qui ont des projets annexes actuellement, vous êtes tous focus Solar Eruption. Focus. Pour l'instant, focus Solar, ouais. Ok. On va arriver sur ce sujet qui est beaucoup décrié, qui est le deathcore, qui est un terme qui veut tout dire et rien, parce que ça a beaucoup été dévoyé. On parle de deathcore, il y en a qui sont de ma génération qui pensent à l'emocore, ça n'a rien à voir. Et souvent quand on en parle aux fans de métal extrême, ils disent ouais non c'est de la merde. Moi 10 ans en arrière c'est ce que je disais, tu vois, comme quoi faut jamais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Bien sûr. Pour moi, ça a totalement sa place dans ce qu'on va dire le métal extrême. Beaucoup de gens disent que ça n'a pas sa place. On voit beaucoup de groupes référencés sur Metal Archive. Vous y êtes, leur Nashor ils sont. Bon, il n'y a pas Slaughter to Prevail, mais il y a leur côté néo-métal dedans qui font que. Et il n'y a pas de néo-métal sur Metalum. Parce que moi je déplore quand je suis arrivé dans le métal par le néo-métal et je le revendique et voilà, j'assume. La même chose. Beaucoup. Linkin Park et tout. Exactement, voilà. Slipknot. Il faut pas en avoir honte. Ça n'empêche pas aujourd'hui, sans ces groupes-là, on serait pas aujourd'hui à faire des Underground de métal extrême, ultra true, ultra dans tous les styles. Donc il faut bien une porte d'entrée, il faut le revendiquer. Est-ce que vous avez vous aussi cette impression de réputation du deathcore en étant dans cette scène, de parce que vous entendez autour de vous, et est-ce que vous côtoyez des gens qui sont, je sais pas moi, des gros blackeux, des gros fans de doom, des gros fans de thrash qui sont pas du tout ouverts ou très peu, qui pourraient vite juger ou que sais-je quoi. Ouais. C'est vrai que nous-mêmes on s'est posé la question avant de se catégoriser comme étant un groupe de deathcore. On s'est dit est-ce que c'est vraiment la bonne étiquette ?
parce que bon, c'est vrai que le Deathcore a une mauvaise image auprès de plein d'autres fans de styles différents. Donc on s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment la bonne étiquette à nous mettre dessus, sachant qu'on est un peu plus technique que du Deathcore de base, qu'on est un peu plus symphonique aussi que du Deathcore de base. Donc c'est vrai qu'à des moments, on a mis des étiquettes sur nous qui étaient Deathcore technique, Deathcore symphonique, Blacknet Deathcore. Voilà. Il y a aussi des gens qui disent qu'on fait du death. Donc nous, on préfère dire Deathcore dans le sens général, même si des gens peuvent avoir de mauvais a priori là-dessus. On leur dit simplement écoutez avant de poser une étiquette ou un genre dessus. Je pense que c'est le plus important. Parce que c'est vrai que le Deathcore a eu une mauvaise image pendant longtemps. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Et qu'il y a beaucoup de groupes de la scène qui sont importants, qui se catégorisent comme étant Deathcore. Donc je pense que ça ouvre un petit peu le Deathcore surtout à plus de monde. Grâce à Lorna, grâce à Shadow, qui ont vachement démocratisé le... Enfin, moi je sais que pendant un moment le Deathcore, j'avais l'impression qu'il y avait peu de gens qui aimaient. Et depuis que Lorna Shore a, notamment depuis Will Ramos, on va pas se mentir, ils ont fait un bond en avant, mais même s'ils étaient déjà tout en haut avant, mais là vraiment ils ont fini le game. Et c'est vrai que c'est impressionnant aujourd'hui, chose que j'avais jamais remarqué avant. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai croisé une fois un oncle dans ma famille, quelqu'un qui n'a rien à voir de base, et on discutait, et quand je lui ai dit il m'a dit t'es un groupe de métal, nana, je dis ouais, on est plus du Deathcore, et il m'a répondu Lorna Shore. Et là je me suis dit wow. Ok, le groupe a fait un tel bruit qu'aujourd'hui on peut citer Lorna Shore comme à l'époque on citait peut-être pas Slipknot ou quoi, mais je veux dire ça, Lorna Shore est devenu une référence dans le métal en fait. Et non mais t'as raison de pas être Slipknot, parce que je pense qu'aujourd'hui le néo-métal ça crée plus des trucs d'engouement comme ça auprès des jeunes. On va plutôt trouver ça dans ces scènes Deathcore, tu vois. C'est ça en fait, c'est que notre rapport au néo de l'époque de fin 90 début 2000 aujourd'hui sera un rapport au Deathcore. C'est exactement ça. Moi je me rappelle quand moi j'avais 14, 15 ans, on était là à dire Corey Taylor c'est le meilleur chanteur, nanana. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est Will Ramos, quoi. C'est toujours, ou Alex Terrible, ou Ben Duer de Shadow, mais je veux dire, on en reste toujours sur des mecs qui sont dans un style Deathcore. Les meilleurs, pour moi, les meilleurs vocalistes. Et c'est ça qui est bien aussi dans le Deathcore, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est un style où on pousse tous les musiciens à leur paroxysme, alors des fois un peu trop. Il y a aussi cette course à la vitesse, au démoniaque, faut faire la musique le plus hard possible. Mais je trouve que dans ce style-là, c'est là où il y a les guitaristes les plus tarés. Enfin, quand on écoute les solos de Lorna Shore, c'est complètement hallucinant. C'est là où à la batterie, on pousse le vice, même si il y a plein d'autres styles où les mecs ils blastent à 2,80 et tout. Mais je trouve que dans le Deathcore, on va vraiment loin. Pareil dans la voix, pour moi les meilleurs vocalistes, quand je dis meilleurs, attention, c'est pas une histoire de goût, je parle vraiment de technique, de puissance de recherche, c'est dans le Deathcore, c'est ces mecs-là qui, quand j'écoute Will Ramos et que derrière je le vois faire un cover de Sleep Token où il chante en clean, ce mec il sait tout faire, on peut dire ce qu'on veut, et donc ouais, pour revenir à ce que je disais, le parallèle avec Slipknot, ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression que c'est comme Slipknot à l'époque, le groupe qui aujourd'hui est en train de tout baiser dans le game, et même des gens qui n'ont rien à voir avec le métal de base, ils ont déjà entendu ce nom-là, quoi, Lorna Shore, alors qu'on est quand même sur un style qui est censé être brutal, niche, quoi. De niche, quoi. Moi, quand j'écoute ça, c'est limite une des choses. J'écoute d'autres trucs, mais c'est un des trucs les plus brutals que j'écoute. Et entendre mon oncle qui me sort le nom, je me suis dit, putain, les mecs, ils ont tout gagné, quoi. Ils ont vraiment baisé le game, quoi, pour que. Donc voilà, après je me suis, encore une fois on a un peu divagué, je sais même plus trop la question de base, mais... Un avis sur du coup cette scène Deathcore et la réputation que ça, si vous voulez compléter quelque chose, n'hésitez pas, ou vous n'avez peut-être rien à dire, hein, il a peut-être tout dit, je ne sais pas. Moi je dirais, juste pour finir, que à l'époque c'était mal vu, mais je pense qu'aujourd'hui on est dans une période où le Deathcore n'a jamais été autant coté en fait, un peu comme on a eu une période metalcore. On a eu une période gent à un moment donné avec Périphérie, avec toute cette vague de groupes comme ça. Et j'ai l'impression que maintenant, la nouvelle vague, entre guillemets,
ça pourrait bien être du deathcore, et grâce notamment à des groupes comme Lorna Shore. Ouais. Peut-être aussi que cette vague, elle a moins mauvaise réputation parce qu'il y a des choses qui sortent, qui ont l'air plus aberrants aujourd'hui. Je pense à Landmarks, on parlait des groupes qui ont du succès qui viennent de Marseille. Les gens, ils se disent peut-être, au final, le deathcore, c'est pas si mal quand on écoute Landmarks, alors que, moi, je sais pas si j'aime ou pas, hein, mais je pense qu'ils sont plus aptes à critiquer un truc qui mélange le rap marseillais, métal moderne, que ce genre de mélange, tu vois, que... Après, moi, pour moi, ma part... on est des gros fans de Landmarks. Moi, à chaque fois Ouais, qu'il y a y a pas de réunion souci, Solar, on met du Landmarks en fond. Mais c'est vrai que moi, le Landmarks, je le qualifierais pas comme deathcore. Hein. Non. Metalcore, moi, je dirais... On est sur quelque chose, moi je dis métal moderne de manière générale, ça mélange un peu tout. Bien sûr, bien sûr. Il y a un truc gros rap marseillais, donc il y a des gens peut-être dans le métal extrême qui se disent au final, les trucs de deathcore qu'on critique depuis 10 ans, en fait c'est musical, c'est pas trop mal et c'est cohérent parce qu'on vient d'entendre Landmarks et au final, comment ça peut exister. Il y en a beaucoup qui pensent du mal de Landmarks. Ouais, peut-être. Moi c'est vrai que je suis pas objectif, parce que Landmarks, je trouve que... Alors après, je dis pas que c'est bien ou mal, hein. Moi je sais toujours pas, j'ai écouté, je trouve que au moins c'est unique, tu vois. Après je sais pas si j'aime ou pas. C'est ce que j'allais dire. Donc je critique pas Landmarks. Je donnerais pas à la place des gens qui critiquaient le deathcore à 10 ans, qui peuvent critiquer, c'est peut-être une théorie, tu vois. Peut-être que ça tourne, et qu'aujourd'hui le deathcore est à la mode et peut-être moins d'autres styles. Après bon, on a pu voir quand même que Landmarks, là il y avait une grosse percée. Une grosse hype pour très peu de temps, en un an. Tout éclaté, ouais. Mais c'est trop bien, tant mieux. Qui est mérité à 100% de notre point de vue. Je pense que je me mouille pas en disant ça. Après, faut aimer, mais ils ont l'intelligence aussi de mélanger des styles. Nous, c'est pareil, on se limite pas qu'à ce style, on se dit pas on veut faire du deathcore. Au final, ce qu'on fait, ça fait du deathcore. Il y aura peut-être du rap dans le deuxième album de Solar. Il y aura du rap, évidemment. C'est sûr. Non, mais c'est vrai que parce que tu as cité Landmark, moi je trouve que c'est un groupe, et je donnerai pas mon avis si j'aime ou pas. Pas que j'ai pas envie de le donner, mais parce que c'est pas la discussion. Mais c'est plus dans le sens où moi je trouve que c'est un groupe qui pop parce que justement ils proposent des choses qui sont différentes, ils ont pas peur. Ils peuvent sortir une musique ultra douce. Comme juste derrière le chanteur, il peut claquer des cris limite deathcore. Enfin, moi j'ai déjà vu en live, je les vois, elles sont bien graves et tout, et juste derrière faire des voix criées. Il y en a pour tous les goûts, c'est entraînant, c'est... Non, franchement, moi je trouve qu'ils ont plus que leur place dans le game, et de toute façon ils vont continuer à tout exploser. Mais c'est vrai que... Mais c'est pas du tout... C'est pour ça que pour moi c'est pas vraiment du... Enfin, quand on parlait de deathcore et tout, c'est parce que je me dis que pour moi Landmark c'est une musique qui va tout droit, c'est vraiment... C'est taillé pour la scène, c'est taillé pour l'ambiance, pour headbang. Enfin moi je sais, quand j'écoute Landmark, ma tête elle bouge tout le long de la musique. Y a pas de calme, quoi. C'est vrai que nous après on essaye aussi d'aller vers ce truc-là, mais bon, on n'est pas du tout dans le même registre. C'est vrai que le deathcore, c'est un peu plus une musique de puriste, je trouve, quand même. Bien que maintenant, justement, ça se démocratise grâce à certains groupes, mais... Bon, on en a parlé un peu, vous avez quand même pas mal bourlingué à l'étranger. Comment ça se goupille en général ? Parce qu'il faut sortir des contrées nordistes, tu vois, c'est un peu... Il y a des groupes qui restent un peu dans la région ou en France. Ouais. Ils galèrent pour arriver à jouer dans d'autres contrées, on va dire, autres que la Belgique ou le Nord. Comment ça s'est goupillé pour vous, et quelles sont les dates les plus marquantes ? Vous avez parlé du Deathfest, notamment, qui est un festival très slam death. Donc voilà. Alors nous on a eu la chance l'année passée, donc en 2024, d'avoir une proposition du label, enfin de l'agence de booking DF Booking. Donc c'est Geoffroy de Embrace Punishment qui fait partie de cette structure, qui nous a contactés pour nous proposer de rejoindre l'aventure, parce qu'il avait des projets, des ambitions pour nous, etc. Chose qu'on a évidemment acceptée, hein. Et ça nous a donné des opportunités de nous exporter, notamment de tourner en 2024 avec Joakan et The Voynich Code. Donc on a fait 10 dates en 11 jours à travers la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche. Enfin, c'était vraiment une super expérience. On a démarré à domicile à Lille. C'est la première fois que je vous ai vu là-bas. Trop bien. D'ailleurs, à la Brat Cave. Ouais, super souvenir, franchement, cette tournée. C'était la première fois qu'on tournait ensemble. Et ça a créé vraiment des super souvenirs. Ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Pareil avec Huracan, qui sont excellents. Voynich Code aussi, qu'on a appris à découvrir, qui sont portugais, qui sont
trop fort en termes de musique, de technique, cool, en tant qu'humain, c'est trop marrant. Franchement, super opportunité. Donc c'est vrai que le fait d'avoir rejoint DF Booking nous a permis tout ça. Aussi de jouer au Death Fest cette année. C'était vraiment pareil, un excellent fest. On a été super bien accueillis. Le public nous a bien accueillis également. Donc voilà, ça nous permet de nous exporter un peu plus, en tout cas, cette signature. Ok. Donc des discussions, du contact, et puis voilà quoi. C'est ça, Et de un la bon patience, de la timing. persévérance, le bon timing, le bon moment. Timing, le C'est bon ça, hasard ouais. des choses qui fait que... Non, C'est mais après ça. c'est mérité, c'est bien. Vous avez joué dans quel pays en général? Donc il y a la Hollande. Le Death Suisse, c'est en Hollande? C'est en Non, Allemagne. c'est en Allemagne. En Allemagne. Ouais. C'est le Eri Metal Fest qu'on a Ouais. fait, qui est en Hollande. Non, en Un termes de peu plus pays, loin, on a fait... la Pologne, l'Autriche, par exemple, qu'on peut citer. Ouais, c'est pas mal. On a fait, Ouais. ouais. Bah, de toute façon, pour ainsi dire, avant la tournée, on était descendu dans la France, etc., ou la Belgique, mais on était resté en tout cas dans notre pays. Mais ouais, grâce à la tournée, on a fait France, Belgique, Hollande, Allemagne. Allemagne, on a fait plusieurs dates en Allemagne, ouais, Berlin, etc. On a fait 2 ou 3 dates en Pologne. Ouais, 3 dates en Pologne, dont une apparemment à 1 heure de la frontière Ukraine. Ukrainienne. Nous, on était vraiment à 1 heure de la frontière, parce qu'on, pour l'anecdote, justement, ça nous a même choqué. Je sais pas si vous vous rappelez, le mec à Lapin. Non, c'était à Bielsko. Non, Bielsko, c'était le grand lieu. C'était Varsovie. Je sais plus, mais en fait, on avait fait un concert là-bas et on a un mec qui vient nous voir à la table de merch. Alors au début, on trouvait ça un peu bizarre parce qu'il y avait un espèce de masque. Enfin, le mec, il y avait un style On particulier. était pas loin d'Halloween, non? Ouais, en plus, ouais. Et le mec, en fait, il nous explique que ses parents, enfin que en fait, on est à 1 heure d'un conflit, de la guerre russe, Ouais. truc et tout, Ukraine. Et que, si vous me dites si je dis pas de conneries, mais moi, de ce que je me rappelle, il nous avait dit que ses parents, ils avaient été tués ou qu'il y avait eu un truc, je sais pas quoi. Et que le mec, il nous expliquait qu'il avait fui, en fait, l'Ukraine pour venir en Pologne et qu'il faisait des concerts pour se libérer la tête. Et je me rappelle que le jour-là, on a joué devant très peu de personnes. Malheureusement, voilà, la com n'avait pas abouti. On a joué devant très peu de gens. Mais moi, je me rappelle que c'est un concert où je me suis dit, mais rien que pour ce mec-là, putain, il faut qu'on envoie comme s'il y avait 10 000 personnes devant. Enfin, Bah, c'est ça. c'est Exactement. waouh. Enfin, c'était ouf, quoi. Les gens ont fait le déplacement, ils veulent vous voir, alors c'est mieux d'avoir 100 personnes que 30 dans un bar, tu C'est vois, sûr. par exemple. Mais là, c'était autre Mais, chose, c'est que le mec, voilà, il nous avait livré son histoire et on s'est dit, putain, quoi, le mec, en fait, vraiment, nous, des fois, on se plaint parce que voilà, on a dormi 3 heures là, la veille, parce qu'on a fait un peu de la merde, on a picolé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'en fait, on se dit, putain, le mec, il vient là pour décompresser parce que ses parents, ils se sont fait tuer, quoi. Tu peux pas te permettre de... Ah bah oui, c'est sûr. Tu joues comme si, je te dis, le jour-là, moi je me rappelle, j'ai headbang, j'ai à m'en péter la nuque, mais je me suis dit, putain, le mec là, il faut tout lui donner, quoi. Ouais, ça met des claques, ce genre Ouais. C'est un truc qui me restera sur la tournée. Et après, ouais, le plus loin qu'on a été, justement, et c'était la dernière date de la tournée, justement, c'était à Vienne, en Autriche. Ouais. Où c'est là, justement, c'est là où c'est galère parce qu'après il faut se retaper Vienne jusqu'à. Après, il y a le retour, voilà, autant tu fais des Voilà. arrêts sur la route, mais le retour. Le retour, c'est en une traite, quoi, et là ça fait plus mal, ouais. Mais c'est vrai que c'est. Je parle pour moi, mais on en a déjà parlé entre nous. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Pas parce que, attention, on n'a pas fait une tournée en mode. Il n'y avait pas 5000 personnes devant nous tous les jours et tout. Mais je veux dire, ça a concrétisé le rêve soudé. Voilà, déjà ça soude, ça c'est clair. Et où ça a dessoudé aussi, parce qu'il y a eu aussi des choses où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse un peu plus attention. Mais c'est vrai que on s'est dit merde, c'est ça qu'on veut. Enfin, moi je sais que là, depuis que j'ai fait cette tournée, la seule chose que j'ai envie, c'est de repartir. D'en faire une comme ça, mais oui. Ah ouais, aussi vite, quoi. Et d'ailleurs, vraiment big up à Maxime de Huracan, parce que c'est lui qui a tout monté, c'est lui qui a tout géré au niveau de la tournée. Donc franchement, bisous mec, t'es un héros. Et puis ils sont du coin aussi, Huracan, non? Alors, ils sont du Nord pas ou- tous, enfin il y a pas tous. justement Maxime, le guitariste, qui book aussi, lui il est d'Armentières. Donc Ouais. on est sensible.
Oui, à Amiens, ouais, excuse-moi, ouais. C'est pas Armentières, c'est Amiens, ouais, je dis de c'est la un merde. peu plus loin quand même. Ouais, c'est Amiens. Et après, il y a le bassiste, Raphaël Darras, qui lui est On joue ensemble dans un ancien projet d'ailleurs. Justement, dans un des projets qu'il expliquait quand on parlait de nos projets perso d'avant, Raph de Huracan était le bassiste justement de ce projet-là. Donc, ouais, Raph, il est de, on va dire la région lilloise, il est du coin, quoi. Je crois que ses parents ils sont de Gavrel ou je sais plus quoi. Enfin bref, on s'en fout. Mais il est de notre coin, ouais. Et après, par contre, ouais, c'est Danny, le chanteur, lui est de Paris. Là, ils ont trouvé un nouveau batteur. Big Up, c'est un monstre, c'est un petit jeune on a franchement super mature, super sympa en tournée. On a vraiment apprécié être avec lui. Loris. Big up Loris si tu nous entends, franchement. Qui est tout jeune et qui a un niveau inhumain, il est trop fort et lui est du sud de la France, je crois. Donc ouais, Huracan, ça commence à être un petit peu... Ça se disperse ça s'éclate un petit peu, ouais, mais c'est vrai je pense que leur base commune, c'est dans les environs de Paris, quoi, parce que vu qu'il y a Danny qui est là-bas et tout, donc... oui, c'est vrai qu'il y a le Thomas Moreau, l'autre guitariste, qui est de Paris aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, ils sont 2 Parisiens dans le groupe, ouais. Mais c'est la famille. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Au niveau du... Non, attends, je recommence. je fais ça, je répète. Le nom initial de Solar Eruption. Alors, est-ce que c'est pour annoncer la fin du monde? Et si oui, une éruption solaire peut vite cramer la Terre. The End is near. For sure. Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui vous a inspiré ce nom? On en a parlé un peu au début de l'interview. Et qu'est-ce qui mettrait fin au monde d'après vous? Alors là, on va être sur les sujets de société si vous voulez en parler, mais qu'est-ce qui accélérerait la fin du monde selon vous? Du moins de nous en tant qu'humains. La Terre, on l'exploite, mais si on se détruit, elle sera toujours là, la Terre, jusqu'à l'explosion du Soleil. Exactement, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on a joué sur le fait que une éruption solaire puisse provoquer la fin du monde. En réalité, on est assez loin de ça. En réalité, quand on regarde une éruption solaire, ça peut provoquer un champ électromagnétique qui vient perturber tous les systèmes sur Terre, c'est-à-dire radio, internet, etc. Satellite et tout, ouais. Satellite, ouais, voilà. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on y survivrait, en tout cas. On survivrait à une éruption solaire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de nom, quand on y a réfléchi, on voulait un truc assez puissant pour représenter la musique qu'on fait, en fait. Donc on est parti sur ce délire. Moi, je suis aussi un peu fan d'astronomie, de planètes, des étoiles, etc. Donc c'est un truc qui m'a inspiré directement aussi, autant comme ça que visuellement. Aussi, je me suis projeté sur plein de choses. Et puis, voilà, on est parti sur cette base. Solar Eruption, on trouvait que ça sonnait bien aussi. C'était assez facile à retenir, reconnaissable. Qu'est-ce qui pourrait en tout cas aujourd'hui provoquer la fin du monde? Pas mal de choses, hein. On est là, si on réfléchit à l'actu, toutes les guerres, etc., le nucléaire. Je pense qu'on suffit à nous-mêmes pour détruire cette planète. Ouais. On peut se faire confiance sur ça. Mais en tout cas, on vient pour détruire la musique et pour détruire chaque scène sur laquelle on est. Donc, pour que les gens s'en rappellent. Exactement. Si on peut détruire chaque ville par laquelle on passe une par une jusqu'à provoquer la fin du monde, on s'en occupera. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu ce délire là quand même, parce que c'est même pour ça que, en plus ça c'est une idée de Cyril, mais Cyril très rapidement en fait il nous a expliqué qu'il voulait que notre premier EP s'appelle The End is Near, donc le nom porte bien, la fin est proche quoi, le nom porte bien ce que ça veut dire, et en fait c'était justement dans cette optique, alors un peu imagé mais pour rire, mais c'était comme on faisait un style qui était deathcore et un peu deathcore puissant, enfin énergique. On avait un peu ce délire de se dire voilà, on arrive sur scène, on fait notre show, on éclate tout et on repart et voilà, boum. C'est on arrive et voilà, il y a ce côté explosion et ce côté fin. Donc ouais, The End is Near, on s'était dit que c'était le meilleur nom possible pour un EP en fait, justement d'arriver d'emblée et de dire voilà, la fin est proche les gars, préparez-vous. On est chaud quoi et on va tout niquer quoi. Non, en mode Attila quoi. Ouais non mais c'était un peu le délire comme ça d'arriver en mode boum quoi, une bombe, un pavé comme ça dans la mare mais. Puis développer tout ça, oui, avec ces symboles après.
tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Oui, on a vu, il y a tout un univers autour. Ouais, grave. C'est pas juste un nom posé pour dire ça claque et c'est tout, quoi. Il y a vraiment un univers autour. On a essayé en tout cas de construire tout le délire autour de ça, de pas juste trouver un nom sympa parce qu'il faut en trouver un. Et chose qu'on va peut-être pousser d'ailleurs un peu plus encore dans le futur. Ouais. Vous verrez. Ouais. Ok, ça fait du teasing. C'est parfait. On parlera des projets futurs à la fin. On y arrive bientôt petit à petit. On va faire un tour de fauteuil pour des questions plus personnelles. C'est-à-dire un peu ce que vous aimez, on va dire, comme groupe ou style musicaux en dehors, on va dire, des scènes deathcore, parce qu'on a beaucoup parlé. Et s'il y a des groupes de la région, du Nord-Pas-de-Calais, que vous voulez mettre en avant, qui vous viendra à l'esprit également. Ça fait 2 questions en une, mais on va faire un tour de fauteuil là-dessus. Bon, je vais commencer vu que j'ai le micro. Exactement. Alors, moi, il faut savoir que j'écoute énormément de choses, mais principalement, mon style de musique se divise en 2 choses. Le deathcore, donc ce qu'on a pu dire, Lorna, Shadow, Slaughter, toute cette vague-là que j'adore. Et voire même un peu plus que le deathcore, ce que j'écoute le plus, moi, c'est plus du metalcore aussi, des choses beaucoup plus douces. Et vu qu'on est sur citer des groupes, et notamment de France, moi je sais que si je devais citer 2 groupes, on en parlait tout à l'heure justement, en aparté, moi ce serait Ashen et Rêve Noir, où vraiment... Pense à toi, Axel. Où là moi j'ai rien à dire, c'est des mecs que je connais personnellement. Alors pour Rêve Noir, je connais que le guitariste Robin, avec qui j'ai eu l'occasion de pas mal de fois d'échanger sur internet et avec qui on s'entend bien. Mais pour Ashen, j'ai un peu plus, je les connais un peu plus tous personnellement, et on a eu l'occasion, bref, de discuter pas mal de fois ensemble. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment 2 groupes que j'adore écouter, déjà de une, et dont je suis super fier parce que je me dis que pour moi, c'est 2 groupes où je sais pertinemment que s'ils continuent dans leur lignée, ils vont percer, ils vont aller très 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 loin. Et c'est du 100% made in France, quoi. Et ça fait plaisir. Moi, j'aimerais bien un jour que je sais pas, je demande à un gamin qu'est-ce qu'il écoute et qu'il me réponde BMTH et Rêve Noir ou BMTH et Ashen, parce que... C'est sûrement déjà le cas. Parce que pour moi, ils ont... Ouais, certes, peut-être, c'est vrai, mais je pense que ces 2 groupes-là sont 2 groupes qui apportent une légitimité à la France qui est... C'est mon point de vue, en tout cas, mais... Ils sont vraiment next level, je trouve. Et après, c'est vrai que par contre, dans le Nord-Pas-de-Calais, moi, je suis un peu moins maintenant sur les groupes les nouveaux groupes. C'est vrai que je m'intéresse un petit peu moins, chose que je faisais beaucoup plus avant, où je fréquentais toutes les salles du coin, etc. Donc c'est vrai que j'ai du mal là comme ça à... Des groupes passés qui n'existent plus. On a parlé des Villebreast tout à l'heure, tu vois. C'est comme ça. Non, je suis en train de réfléchir parce que je sais que je pourrais trouver un bon nom et je voudrais pas lésimer quelqu'un. Bah moi je pense tout de suite à Chaos, avec qui on a toujours été potes, avec qui j'ai sorti un feat là dernièrement, un clip, etc. Ouais. Donc c'est vrai que Chaos, ils sont trop forts. D'ailleurs, surveillez leur album qui arrive parce que ça va vraiment être du lourd si on peut... FFO, Shadow of Intent, comment s'appelle le groupe égyptien, Chokran et tout, ils sont super forts. Ouais. J'avais pas pensé à eux. Ouais, Chaos, vraiment excellent groupe, et d'ailleurs on joue avec eux à la Brat Cave là, ce vendredi. Je sais pas quand sortira l'interview. Non, ce sera en janvier malheureusement. C'est vendredi le 19 décembre, mais ce sera déjà passé. Carrément. C'est vrai que non, c'est... Désolé Chaos les gars, j'ai pas pensé à vous tout de suite, mais c'est vrai que s'il y avait un groupe assis dans Nord-Pas-de-Calais, je pense que c'est bien eux, ouais. Et puis après, pour ce qui est de moi personnellement mes influx, moi j'ai commencé avec Marilyn Manson, donc avec du Neo, avec Marilyn Manson, avec Slipknot, avec Korn, avec Static X, ce genre de choses, avant de partir plutôt dans le deathcore, le metalcore. J'écoute énormément de choses. Je suis passé par du Bring Me The Horizon, par du Converge, par du Dillinger, Scaplan, par plein de styles différents, mais j'écoute aussi énormément de rap à côté. Je pense que c'est important quand on aime la musique d'écouter plein de genres différents, et c'est ce que je fais. Ça m'influence à mort, même dans le projet, dans Solar. Parfois j'ai envie de placer des phases un peu plus rappées, etc. Chose qui était
un peu moins le cas avant, mais là aujourd'hui en tout cas on se dit voilà, chacune de nos influences peut apporter un truc sympa au projet, donc on se prive pas, on se limite pas, on pioche dans tout ce qui nous a marqué précédemment et on fait le truc quoi. C'est vrai que juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que le deuxième album, pour moi le premier album était la continuité de l'EP en mieux, je trouve, enfin en plus mature, en plus évolué. Mais c'est vrai que pour le enfin, mais pour le deuxième album, justement là ce qu'on s'est dit c'est qu'on voudrait avoir zéro limite en fait. On veut pas d'étiquette, on veut pas se dire parce qu'on est du deathcore faut faire du deathcore, c'est-à-dire que il y aura, je dis n'importe quoi, mais il y aura peut-être une compo acoustique, il y aura peut-être des gros passages rap. Alors attention, on rappe dans le métal, on s'entend bien, ce sera pas. Mais on s'est pas fermé, on explore des choses là sur les prochaines compos qui... Voilà, on n'essaie pas de se dire on veut faire du solar en mieux, on veut juste faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Bah oui, c'est et le but, et ne vraiment pas se limiter. Donc c'est vrai que je pense que ce deuxième album sera beaucoup plus à l'image de nous, enfin de nous tous, plutôt que d'un style en particulier où qu'on veut mettre en avant. Là ce sera plus un pot pourri de un peu toutes les influences, voilà, tout le background, toutes les influences intéressant. et tout, ouais. Ça peut de ne pas rester figé quoi. C'est ça. Ouais. C'est important aussi d'évoluer, je pense, et de pas rester uniquement dans un style. Sinon tu fais du Motorhead quoi. C'est ça. Tu fais toujours le même album et ça marche. Je parlais de Marilyn Manson et c'est vrai que lui par exemple il a un truc où à chaque album il se renouvelle et ça c'est un truc qui m'a marqué aussi. Donc c'est important je pense de pas rester figé dans un style, d'évoluer, d'apporter des nouvelles touches etc. et de progresser comme ça quoi. Bon. Et ensuite pour toi Pour moi en termes de... moi ça dépend les moments en termes de groupe. Là j'écoute beaucoup de metalcore en ce moment. Ouais. Mais sinon j'écoute beaucoup d'électro. Après en groupe de la région, j'écoute pas mal d'hardcore aussi en groupe de la région, style Malévolence, tout ça. Groupe de la région, je dirais Insurgent. Je sais pas si... C'est vrai que ils sont en train de monter de ouf, ouais. Un groupe de hardcore. Ouais, avec il y a Quentin à la gratte, ouais. On va conclure avec vos projets à venir, comment vous voyez l'avenir pour sa rupture. Donc on va parler des influx, des choses à insérer dans le prochain album. Yes. Qu'est-ce que vous donnez? Est-ce qu'il y a une timeline? Voilà. Au niveau des tournées, des concerts et de la sortie Tu sais quoi? d'un futur album. Je te laisse parler après. Alors moi, je commence te donne et tu compléteras, Allez, ok. vas-y. Alors Ouais. on a sorti en juin dernier un premier single provenant d'un futur album potentiel qu'on n'a pas encore officiellement annoncé. Donc ce morceau c'est Dead to Me. On est passé par Danny Louzon du Rakan qui nous a fait le clip incroyable. Pour le mix aussi on est passé par Buster Odeholm qui nous a fait un mix aux petits oignons comme on le souhaitait, donc trop bien. On se met plus de limites pour le futur. On se dit là on est vraiment dans une phase créative en ce moment de composition où on cherche plus à privilégier en tout cas cette phase de création et de savoir où on va plutôt que de simplement faire des shows, etc. Donc là on est vraiment là-dedans actuellement. Là en tout cas actuellement on travaille sur notre nouvel album, ça c'est une certitude. Donc on ne se limite pas, on est à fond dedans et on va vous proposer très prochainement du nouveau en tout cas, avec un single qui suivra Dead to Me. Suivez ça. Je vous laisse Jordi pour en parler, qui compose clip à l'appui évidemment. Voilà, toujours pour accompagner la musique, c'est important pour nous, l'image. Et je vous laisse le compositeur pour en parler un peu plus. Non, c'est vrai que là pour le deuxième album, en fait on a juste une seule ambition, c'est next level. C'est-à-dire il y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de limite, on va explorer des choses, on va essayer de plein de choses. Je pense que cet album sera un peu long peut-être à sortir, parce que c'est vrai qu'on n'a vraiment pas envie de sortir un truc à la hâte. On a vraiment envie de faire un comeback puissant, avec un peu le même délire que notre EP, c'est-à-dire avoir beaucoup de choses faites avant même qu'il y ait quoi que ce soit qui sort.
qu'on puisse, on va pas se mentir, maintenant c'est un peu comme les influenceurs ou les réseaux sociaux, faut avoir un catalogue de lundi on sort ça, mardi on sort ça, nanana, donc là il faut qu'on puisse voir loin avant de sortir des choses. Donc c'est vrai que ne trop fait pas sur voilà. Les gens de façon là maintenant il faut qu'on arrive vraiment avec du lourd, donc c'est vrai que là c'est vraiment notre objectif, c'est de faire vraiment un next level à tout niveau, que ce soit en termes de compos, de clips, de tout. Après, alors là j'en donne un peu à manger, mais sans trop à donner à manger. Il faut faire du teasing, hein. Mais comme vous pouvez savoir, on n'a plus de batteur. Mais il y a un mais. On a des pistes, notamment pour quelqu'un qui a une approche de la batterie qui est complètement différente de ce qui se fait d'habitude. J'en dis pas plus, mais cette personne est plutôt chaud et est en train de travailler sur notre set. Et c'est vrai que je pense que l'avenir de Solar va énormément dépendre aussi de cette collab ou non. Parce que si on prend cette personne et si ça se fait, on a des possibilités qui seraient infinies. Quand je dis infini, c'est vraiment en termes de pousser n'importe quel délire, même la vitesse. Enfin, je veux dire, on peut vraiment, si on a envie de faire une compo à la Arcspire ultra rapide, on peut tout faire. Donc c'est vrai que les idées, les choses potentielles sont infinies avec cette personne. Donc on attend de voir. Si c'est cette personne qui rejoint Solar, c'est vrai que ça risque de vraiment prendre des proportions qui seront autrement. Si ce n'est pas lui, on fera dans tous les cas les choses bien comme il faut, comme c'était prévu. Donc c'est vrai que déjà ça, on est un peu dans un entre-deux en ce moment où on se dit est-ce qu'on va l'avoir ou pas. Bref, je sais que je suis très dans le flou, mais j'en dirai pas plus. Allez, vous faites enculer, vous attendrez. Mais non, mais c'est vrai que ça, c'est un des gros points de Solar pour l'instant, c'est le nouveau batteur. Bref, parce que c'est vrai qu'en termes de concert, on va pas faire les mecs qui s'inventent une vie. Non, en ce moment, c'est plus calme et c'est vrai que limite ça nous arrange. Parce que comme on est plus dans une phase de composition, de recherche de nous-mêmes, c'est pas une recherche de nous-mêmes, parce qu'on sait ce qu'on veut, mais on veut trouver un moyen de l'amener à son paroxysme en fait, et de vraiment pousser le délire de ce qu'on sait faire, de ce qu'on veut faire. Et donc je pense que ça demande du temps, puis c'est pareil, on en revient au même, il y a aussi l'argent. Étant toujours en indépendant aujourd'hui, comme on a pu parler avant dans l'interview, on va essayer de passer par des structures, mais avant de passer par des structures, il faut tout un travail en amont de clips, de ci, de là, et donc ça va nous coûter énormément d'argent, donc c'est pareil aussi, on a des objectifs, mais il faut les moyens d'arriver à ces objectifs. Et le temps pour pas faire quelque chose à l'arrache, c'est ça. Donc je pense que le prochain album de Solar ne va pas être pour tout de suite. Il va y avoir des single clips, d'ailleurs qu'on est en train de travailler en ce moment. On a, pour ainsi dire, 2 titres pour vraiment spoiler qui sont prêts, entre guillemets, à envoyer et à vous mettre une petite gifle. On l'espère en tout cas. Donc ça va être sur ça qu'on va se concentrer tout de suite, mais voilà, c'est vrai que pour l'album, on a vraiment envie que la suite ce soit à la hauteur de nos ambitions. Ok. Et nouveau. Frais. Ouais, frais, voilà. Et donc le concert du 19 qui sera passé au moment de la sortie de la vidéo et le dernier concert de Future X Batteur. C'est bien ça. Ouais. Future X. En fait, on a fait donc notre batteur, on a eu des discussions ensemble et de par son métier, de par ses projets personnels, on a préféré en arrêter là. Donc il n'y a pas d'embrouille, c'est d'un commun, voilà, on est d'accord ensemble. Et en fait on a fait là une date en Hollande, le Heavy Metal Fest justement, où on a fait notre première date sans batteur. Donc on a mis la batterie dans les samples, etc. Alors c'est quelque chose où on était beaucoup stressé parce que ça nous a éché de proposer un show comme ça avec une batterie programmée. Il n'y a pas le choix. Hein. Et c'est vrai que l'organisation, le Heavy Metal Fest, nous a contactés en disant on a vu que vous aviez pas de batteur, mais on s'en branle, on veut vraiment que vous soyez là, donc faites-le. Donc, ça nous a motivés, on était trop contents et on l'a fait quand même. Et big up leur gars du Heavy, franchement vous êtes des tueurs, c'est trop bien. Ouais, thank you Mike.
Et franchement trop bien. Et c'est vrai que là, donc on l'a fait et sans batteur. Et en fait notre batteur nous a expliqué, enfin nous a dit voilà qu'il y avait un petit passement au cœur quand même aussi, qui aurait bien voulu être là. Et il nous a proposé, il nous a dit écoutez les mecs, si le 19 vous êtes chaud, on fait mon concert d'adieu, ça va me permettre moi de tourner aussi la page et de montrer aux gens une dernière fois l'osmose qu'on a ensemble. Et on était trop contents, donc on s'est dit allez là le concert du 19 c'est à domicile. C'est la période de Noël. Voilà. Super. C'est toutes les planètes s'alignent, voilà, et on va faire un. Pour les fans de l'après-heure, un petit cadeau de Noël avant l'heure. C'est ça, Il y aura c'est des ça. surprises. Il y aura des petites surprises en plus pour ce concert, ouais, donc. Ok, pas de concert Voilà. en 2026 pour l'instant. Rien On annoncé, sait en pas. tout cas. Rien d'annoncé officiellement, Ok. ça viendra. Bon, eh bien, merci beaucoup, les gars. C'était à vous. super Mais merci à vous, agréable. franchement. Trop bien. Merci Et beaucoup puis, pour votre accueil. Très heureux d'avoir pu faire passer du Deathcore dans les entretiens du Terry. Yes. Et j'espère que ça réconciliera un peu ceux qui me suivent avec cette scène qui est peut-être méconnue et pleine de clichés. Venez nous sont écouter, non les gars, fondés. venez nous écouter. Merci à vous, les gars. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon concert pour Merci, le toi 19. aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, Salut. salut. Plaisir. Merci d'être restés jusqu'au bout, les amis. Et encore un immense merci à Solar Eruption pour leur participation. Bon, 2026 démarre sur les chapeaux de roue et je suis vraiment content de vous présenter ce groupe local assez réputé. Et pourquoi ça ? Eh bah tout simplement, c'est simple, je crois en la dynamique de début d'année. Et je sais déjà que 2026 sera placé sous le signe de mes projets et uniquement de ceux-ci. Et en quoi est-ce que c'est une dynamique particulière ? Eh ben tout simplement celle de l'image, tout simplement. Bah oui, je m'en fous de l'image que je renvoie, que ce soit pas true black ou intègre. Je m'en fous, je vous emmerde. Et quand on fait gaffe à son image, eh ben, on récolte dans son entourage qu'une bande de suceurs, et je trouve qu'assumer ses goûts divers et variés, un peu comme Amarante ou Electric Callboy aussi pour ma part, hein, c'est se permettre de faire un bon gros doigt aux intégristes qui ne le sont en fait que par imagerie au sein de la scène. Allez gros trou blaqueux là, oui, je vous vois, vous vous reconnaissez, mais bon, allez, je vous aime bien quand même. En fait, je crois que j'en peux plus de ces mentalités au sein du black metal, surtout dans certains microcosmes. On a eu pas mal d'affaires en 2025 dans la région et ça m'a plus que gonflé, honnêtement. Mais bon, on garde ça sous le coude pour un autre jour quand j'aurai perdu des abonnés suite à ces tout trop. On va recentrer le débat. On n'a pas parlé du dernier concert initialement prévu à la gare Saint-Sauveur à Lille qui a finalement été annulé, alors que ça devait être la toute dernière date de la salle qui aura vu quand même passer quelques gros noms. Je me rappelle de Anal Natrak ou Bloodfire Death, le tribut à Bathory. Rien que ça. Et encore, il y en a plein que j'oublie. Apparemment, c'est la ville de Lille qui a pris la décision de manière arbitraire. Bon. Apparemment, il y a aussi d'autres dates qui sont prévues, notamment avec Chaos, là, ça tombe en février, je crois. Donc c'est qu'apparemment le bistrot de Saint-Saul n'est pas totalement fermé. Ou alors c'est une histoire de boîte de production, je ne sais pas, voilà. Mais bon, cette histoire initiale d'annulation de Solar Eruption au bistrot de Saint-Saul, ça prouve bien que au lieu de tous vous tirer dans les pattes, et de qui a le droit de venir en concert de métal extrême ou pas, selon ce qu'il porte comme t-shirt ou à bord comme patch, apprenez qu'on est différent dans la scène parce qu'on est humain, putain, et que le métal extrême est censé être un safe space pour les opinions, contrairement à notre quotidien social. Donc, si tu n'aimes pas quelque chose, tu laisses les gens tranquilles. Et apprécie aussi le fait que des gens puissent critiquer un travail de quelqu'un. C'est pas un drame. On est assez emmerdé avec ces politiques qui essayent de détruire la culture, on le voit très bien avec cette histoire où le bistrot Saint-Saul a failli fermer. On verra bien ce que dit l'avenir cette année, mais en tout cas voilà. Il y a un concert bientôt avec Chaos dont on a parlé dans l'interview. Je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi du deathcore ? Eh ben déjà parce que ces dernières années je me suis ouvert au style, comme je le disais en intro, et je connais des blackeux qui sont parfois très extrêmes autour de moi, qui ont fait pareil et m'ont peut-être même influencé. Et puis, on va pas se mentir les gars, tu peux pas te taper du Xastur ou du Mutilation toute la journée sans autocultiver un peu de mal-être et de dépression. Et puis Satan, c'est bien gentil aussi, hein, mais bon, ça fait peur à qui aujourd'hui ? Et puis c'est même devenu la norme acceptée pour adolescents mal de subversion. Donc excusez-moi, mais voilà. Bref, donnez-moi un peu de lourdeur, putain !
Et j'ai besoin de me sentir vivant, moi. Donnez-moi du riff pour avoir envie d'aller soulever de la faute et pas rester une merde qui passe son temps à chialer que le monde est triste et qu'on peut rien faire d'autre que de picoler H24 en se branlant 3 fois par jour en allumant Netflix. Merde. 2025, ça m'a tellement énervé là que je suis remonté à bloc. Oh putain. Je crois que ce que j'appelais mes débriefs là, ça va devenir des gros coups de gueule, des analyses ou des avis sur ce qui s'est passé dernièrement, que ce soit dans la scène locale ou dans la scène culturelle ou métal, dans le monde, j'en sais rien. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je sais ce que je veux. En fait, c'est ma chaîne. Donc, mesdames, messieurs, les amis, les fans à la vraie mentalité underground, je vous remercie d'être là et je ne vais pas vous souhaiter les traditionnels vœux de nouvelle année. Je laisse ça aux conventions sociales et insipides que l'on fait au travail ou auprès des proches de manière mécanique comme chaque année. En revanche, j'ai plusieurs souhaits bienveillants pour cette année 2026. Puisse le métal en 2026 redevenir un style subversif. Puisse le métal en 2026 redorer son blason et reprendre les armes contre cette éternelle bien-pensance qui la phagocyte de l'intérieur et qui fait mourir sa mentalité à petit feu. Puisse le métal en 2026 faire fi de tous ces soldats armés pensant combattre un esprit diabolique et qui ne se contente que d'éteindre de factices incendies avec de simples pistolets à eau. Dois-je préciser que le mal, cet esprit supposément diabolique que combat cette élite, en vérité minoritaire, mais ayant une parole conséquente, est censé représenter et défendre les valeurs d'un style musical qui s'est toujours construit sur la provocation et le danger. Soyez donc choqués, vous qui n'êtes pas là que par passion, mais avant tout par conviction, vous qui essayez d'imposer vos concepts idéologiques au sein d'un style qui se base justement sur le rejet de tout dogme, toute convention, toute doctrine telle que le promeut ne serait-ce que la religion et par extension les religions. Puisse le métal en 2026 redevenir un style musical de passion. Puissiez-vous, vous les véritables passionnés, vous qui vous foutez de l'image que vous renvoyez, vous qui assumez ce que vous pensez et ce que vous écoutez, vous qui avez tout compris, au métal extrême, tout simplement, puissiez-vous arrêter de juger, puissiez-vous vous ouvrir l'esprit et assumer d'écouter d'autres choses que du trou. Puissiez-vous arrêter de jouer les faux intégristes du métal, tout simplement. Aimez ce que vous aimez et ce qui vous fait vibrer. C'est cela qui soutient réellement aujourd'hui les scènes underground et locales. Bonne année 2026 à tous.